Raphaël, j'ai envie de commencer ce podcast en introduisant notre propos par quelque chose qui m'a marqué lors de la préparation de ce podcast et qui m'a déclenché plusieurs insights te concernant. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as un parcours de filmmaker et cinématographique. On reviendra dessus et notamment sur certaines personnalités exceptionnelles avec lesquelles tu as travaillé et j'ai découvert ça en préparant ce podcast. Mais ce qui m'a surpris, c'est que en creusant un peu, j'ai pris conscience que ce premier parcours, et tu en as eu plusieurs après, il s'est nourri d'une passion qui est non seulement profonde, mais surtout précoce. Et je t'envoie par WhatsApp une photo qui m'a marqué quand j'ai préparé ce podcast parce que j'aime bien stalker un petit peu. Euh, on est en 2012, tu voyages sur la côte ouest des États-Unis et tu te rends sur le fameux mont Lee où il y a le célèbre panneau Hollywood qui est érigé. Et peut-être que j'ai tort, mais il y a quelque chose qui me dit que dans la tête de ce petit garçon, créer du contenu et te rapprocher du monde du cinéma, ça trotte déjà quelque part. Mais je vais tenter de te surprendre un peu en te posant une question qui finalement fera le lien avec ce que tu fais aujourd'hui et ta manière de fonctionner aujourd'hui. Est-ce que cette précocité que j'imagine dans l'identification de ta passion, dans ton choix de carrière, est-ce que c'est ce qui a façonné après ton état d'esprit? Est-ce que tu dégages encore aujourd'hui et au-delà de ça, ta manière de réfléchir à ton avenir, à tes passions, à ton sport, à ton business actuel, tes relations, etc. OK, donc là, j'ai le droit de regarder la photo que tu m'as envoyée ou pas? Allez, c'est parti. Tu le le mec, le stalker, quoi. Ah le non. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant que tu me parles de ça parce que, ouais, ça a été un point de départ sur pas mal de trucs. Je sais pas si ça a été le point de départ du cinéma, Mhm. mais ce voyage donc ouais, pour le contexte quand même, c'était un voyage, aux États-Unis avec, en famille qui a duré genre 3 semaines, tu vois? Et c'est le premier vrai gros voyage où tu découvres un peu que il y a pas que la France, tu vois? Quand t'es enfant, tu sais, c'est bref. Et donc oui, haute culture, des paysages de fou et cetera, et je sais que ça a été un point de départ, en tout cas de mon côté, sur le fait que: «Ah mais attends, genre il y a une map énorme». Tu vois? Donc cette envie de voyager, cette envie de découvrir le monde, cette envie de ouais, de découvrir des cultures et cetera, je sais que c'est venu à ce moment-là, et cette envie de voyager ça a découlé plein de choses. Genre ça il y a eu vraiment un effet domino parce que, bah, par exemple, je sais pas, si on va plus loin, genre le fait d'avoir un taf, où, tu des horaires, où t'as 5 semaines de vacances, où tu vois ce que je veux dire? Bah, par définition, tu peux pas voyager, et donc du coup, je pense vraiment, et c'est drôle que tu m'en parles, parce que vraiment ça a été un tu sais, je me suis beaucoup introspecté, genre pourquoi on entreprend, enfin bref, et je pense que ça a été une des raisons qui fait que, du coup, j'ai développé plein de trucs dans ma vie parce que, en fait, je voulais, voilà, tu vois, cette liberté, de pouvoir voyager, géographique, temporelle et cetera, et ouais, ça a été un petit déclic, et du coup, ouais, j'avais 11 ans, c'était en 2011. Je Ouais, t'ai trompé, d'accord. c'est pas en Mais au 2012. Je t'ai eu. au secours. Ok, Du coup, ok. voilà. Et du coup, derrière, une fois que tu as cette espèce de déclic, comment ça se passe à l'adolescence? Est-ce que déjà, dès ce moment-là, tu as déjà cette introspection où tu te poses déjà des questions, où tu sais qu'à la fin du lycée, enfin, globalement, tu sais, ça se développe au fur et à mesure, tu te dis: «OK, je vais me lancer en tant qu'indépendant», ou est-ce que, cette, maturité que tu dégages aujourd'hui, elle s'est plutôt construite au fur et à mesure, elle a pris son temps? Globalement, ma question, c'est: est-ce que dès plus jeune, suite à ce voyage et à plein d'autres expériences, je m'en doute, hem, il y a eu une forme de précocité dans ta maturité. Je l'ai remarqué chez beaucoup de personnes que j'ai interviewées. Est-ce que toi, de ton côté, tu t'es senti un peu déjà différent assez rapidement? Bah, je sais, ouais, bah, je pense qu'on est tous différents à, tu vois, à sa Mmh. manière, mais en gros, le peut-être la question que je me posais un peu plus que les autres, Mmh mh. c'était parce que moi, j'ai justement donc l'envie de voyager, l'envie d'être libre et cetera, et du coup, j'en parle à des adultes, et ça, c'est des trucs que tu vois, c'est vraiment un sujet que j'aime bien, j'appelle ça le piège, tu vois? Mais donc j'en parle à des adultes, et souvent, et ça m'avait marqué, genre c'était ce truc-là en mode, «Ah bah moi aussi quand j'avais ton âge, tu sais, je voulais voyager, je voulais faire ça», et moi j'étais là en mode: «Mais trop bien, et tu l'as fait?» «Ah bah non, tu sais, dans la vie, nanana, il y a la maison, il y a le taf, il y a les enfants, il y a le barbecue le week-end avec les copains, et puis, on a que 5 semaines de vacances par année et cetera», et donc je sais pas si j'ai une match, enfin, je sais pas, tu vois? Mais en tout cas, je sais que très tôt, je me suis je me suis rendu compte de ce fameux piège. Mmh. Tu vois, en gros, voilà, c'est le truc un peu classique, genre tu te réveilles à 50 ans et tu te dis: «Merde, qu'est-ce que j'ai», tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. oui, je me suis rendu compte que à ce moment-là, vers, ouais, 12-13 ans, que, heu, je vais pas forcément écouter les adultes. Tu sais, tu sais, quand t'es enfant, bah, tu les adultes, tu penses que tout le monde, enfin, ils ont compris la vie et cetera, et en fait, il y a eu vraiment ce moment de bascule où je me suis dit:
«Ah mais en fait, ils ont peut-être pas raison». Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais peut-être pas écouter tout le monde et je vais vraiment avoir plus un esprit critique. Donc ça, Ouais, je l'ai eu, un peu jeune. Après, si on parle plus sur le côté, professionnel, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. OK. Tu vois, enfin bref, voilà. Pour t'expliquer, parce que là, on parle de cinéma. Tu vois, moi, je viens du cinéma, mais la chose rigolote avec le cinéma, c'est que de base, moi, j'étais au collège et pour aller au lycée, je devais choisir des options et moi, de base, je voulais faire option sport. Le reste, j'en avais rien à faire, genre vraiment, tu vois? Et donc sauf que pour remplir les options, fallait en mettre 2. Bref, j'avais une pote qui était en option ciné, je dis: «Bah, vas-y, je vais mettre ça», tu vois? Genre, faut bien choisir, bref, Oui. tu vois? Donc c'était vraiment pas du tout, voulu. Au final, je me fais recaler en option sport, je suis dégoûté et je me retrouve malgré moi en option cinéma, tu vois? En seconde, donc j'avais que 4 heures et au final, je t'en parlerai peut-être plus tard, mais au final, j'ai découvert ça et je me suis dit: «Bon, bah, let's go», tu vois? Je kiffe. Mmh. Donc ouais. OK. OK, OK et à quel moment tu t'es enfin, tu rapidement parti dans ce monde-là et tu finalement devenu indépendant, heu et tu m'en as parlé plusieurs fois depuis le début de ce podcast. À quel moment tu t'es dit qu'effectivement, être salarié, être bridé, avoir, un nombre de semaines de vacances limitées par an, pas pouvoir voyager comme tu le souhaites, pas être libre comme tu le souhaites, à quel moment est-ce que ça se déclenche ça? Dans justement ce parcours-là? Après on parlera évidemment du pro, mais, déjà, mentalement, est-ce que tu as identifié un peu à quel moment tu te dis: «OK, vraiment, je veux être libre et ce cadre-là me convient pas»? Ouais, bah, en fait, je pense qu'il y a pas eu vraiment de enfin, ça s'est fait vraiment progressivement, tu vois? Avec, mes rencontres et cetera, les gens que je rencontrais qui, tu vois, je voyais qu'ils étaient tombés dans un piège, tu vois? Tu vois, c'est con, mais par exemple, ce truc-là, c'est très basique, mais de dire: «Ah là là, c'est bientôt le week-end» ou «Ah, fait chier, c'est lundi», moi, pour moi, ça résonnait en mode: «Mais enfin, c'est genre comment tu peux accepter ce truc-là?» Tu vois? Mmh. Sans jugement, mais j'ai déjà, genre, j'avais ce truc-là en mode: «Putain, c'est chaud». Genre, c'est chaud. Genre, tu peux pas te dire ça parce que et aussi, il y a ce truc-là aussi où, genre, naturellement, ton cerveau, quand tu continues là-dedans, ton cerveau, il t'envoie des messages en mode: «Non, mais c'est OK. Non, mais les gens sont sympas au final», tu vois? Et du coup, tu t'endors un petit peu et potentiellement, il y a des gens qui prennent des déclics à 40-50 ans ou même jamais, tu vois? Et là, ça peut faire mal. Donc je sais que j'avais ce truc-là, mais vraiment un moment précis de ma vie où je me suis dit: «OK, enfin, c'est tout ou rien». Pour te la faire courte, donc j'ai fait une école de cinéma. Bon, le cinéma, c'est quand même un monde, voilà, où il y a voilà, c'est un monde d'artistes, tu vois? Donc les soirées, ça part un peu dans tous les sens, tu vois? De temps en temps et donc moi, j'étais tu vois? Voilà, je me sentais j'avais v'là les potes, tu vois? Mais je sais pas, il y avait un truc un peu en décalage, tu vois? OK. Et à la fin, du coup, des 3 ans d'études de cinéma, je devais faire 6 mois de stage, OK? Il faut savoir que le cinéma, ça fonctionne, beaucoup en réseau. C'est-à-dire qu'on s'en fout de ton diplôme, on s'en fout de ton CV, c'est tu connais qui, tu fait quoi, tu vois? C'est tout. Donc c'est que au réseau et donc moi, les 6 mois de stage, j'ai voulu partir à l'étranger parce que je me suis dit: «Si je reste là, c'est fini». Je sentais que genre j'allais tomber dans un truc, tu vois? Je me suis dit: «Non, faut que je parte loin, faut que je me retrouve un peu, genre, que je me déconnecte de tout ça». Donc j'ai fait 6 mois à Montréal, OK et au passage d'ailleurs, tous mes profs, genre ils me disaient: «Mais Raphaël, tu vas te tirer une balle dans le pied et tout, tu vas perdre tout ton réseau». Parce que même eux, tu vois, ils parlaient à travers leur propre peur au final, tu vois? Ouais. Bref, du coup, je suis parti à Montréal 6 mois et donc c'était, j'avais 21 ans, donc c'était en 2021. Donc tu vois, c'est parce que là, on voit des génies à 16 ans, ils font, 10 K, 20 K par mois. Donc c'est quand même venu un peu tard, tu vois, techniquement. Où vraiment je me suis dit: «OK, là, faut vraiment que j'envoie la sauce». Du coup, les 6 Intéressant, mois à Montréal tu dit c'est quoi? intéressant. Je dis je rebondirai après sur ce que tu viens de Ouais, ouais. Non, mais en ouais. gros, les 6 mois à Montréal, c'était vraiment une période incroyable et en même temps très dure. Parce que genre, j'étais là en mode: «OK, j'ai 6 mois pour vraiment, ne pas tomber dans le piège» entre guillemets, tu vois? Travailler sur moi, donc c'est là aussi où, bah, j'étais seul, bah, à l'autre bout du monde, tu connais pas et cetera. J'étais en stage dans un truc qui me plaisait, mais au final, ça me prenait quand même beaucoup de temps, donc j'avais pas trop le temps de développer mes trucs, donc je me levais tôt, j'essayais de lire, tu vois? J'essayais de faire, des choses, tu vois? Pour, m'améliorer et cetera et au final, ça a été vraiment un truc où, profondément, j'ai changé vraiment ouais, mon identité, je sais pas, mais genre, vraiment, j'ai travaillé là-dessus parce que je savais qu'à mon retour, bah, plus de cours, pas de taf, enfin, tu sais, genre, c'était vraiment la première fois de ma vie où j'avais pas de cadre. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et donc voilà.
et donc OK. ouais, c'est là où on va dire il y a eu un vrai switch pendant ces 6 mois. Il y a plusieurs choses qui ressortent de ce que tu viens de dire, hem et même de ton propos depuis quelques minutes qui sont hyper intéressantes, sur lesquelles j'ai envie de rentrer deep. La première, c'est sur, la vérité des adultes. J'aime bien ce sujet et même le sujet de la vérité de manière générale. Tu sais, tu as toujours cette idée, que la vérité, elle est détenue par quelqu'un qui a plus d'expérience ou plus de connaissances ou je sais pas si tu connais le principe de maïeutique de Socrate ou pas du tout? Heu, Alors explique-le moi parce que là de nom ça me dit rien, non. En fait, les maïeutiques de Socrate, c'est la méthode d'enseignement de Socrate et elle fonctionnait par un un fonctionnement qui allait à l'encontre du modèle d'enseignement classique où tu as une verticalité dans le savoir, dans la connaissance. En mode: «Je suis le savant, tu apprends de moi», tu vois? En fait, lui, ce qu'il faisait à la place, c'est qu'il posait des questions. Il me posait une suite de questions et une fois qu'il posait ces questions, il créait une forme d'ironie, une forme de contre-exemple à chaque fois sur, ce que la personne pensait savoir. Et en fait, le mot maïeutique, ça vient de maïokitos en grec, qui veut dire, l'art de faire accoucher, un enfant. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que les maïeutiques, c'était faire accoucher l'esprit par de la question. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu me dis, c'est que, hem, il y avait cette il y avait et il y a toujours cette verticalité dans le savoir, de nos parents, de nos enseignants, du système, de l'État, de peu importe, tu vois? Mais en tout cas des personnes qui savent mieux que nous, parce qu'on est soit plus jeunes, soit, moins expérimentés. Même, tu vois, ton prof qui t'a dit de pas aller à Montréal parce que c'était pas pertinent. Et ce que je trouve super intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a même cette verticalité-là aussi dans notre monde à nous. Dans nos propres gourous, dans toutes les personnes qu'on suit au quotidien, qui ont une grosse brain et cetera et qu'on écoute un peu aveuglément. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toi et probablement beaucoup d'autres gens, hem, tu m'as parlé d'esprit critique et de capacité à justement, prendre ton propre avis, à partir de ça. Hem Et du coup, ce que je me demandais, c'est, hem, cet esprit critique-là, comment est-ce que toi tu l'as construit? Comment est-ce que tu l'as développé? À quel moment tu t'es dit: «OK, ils ont leur vérité, mais potentiellement, c'est peut-être pas exactement, heu, la vérité, en tout cas ma vérité». À quel moment ou comment est-ce que Ouais, ça s'est développé cet esprit critique? bah, il y a plusieurs trucs, mais pour être tu sais Ouais, quoi? Je vais rester dans vu que tu me parles de philo, en vrai, il y a un livre qui parle de ça, c'est les ouais, Méditations métaphysiques de Descartes et pour le coup, c'est un truc où ça t'explique comment penser. Et en réalité, il explique que quand tu penses à un nouveau sujet, en réalité, tu vas te baser sur ton expérience, sur ce que tu as vécu, sur ton savoir, mais potentiellement, là-dedans, il y a des choses fausses. Donc le problème, c'est que tu vas baser cette nouvelle pensée sur des choses fausses. Donc il mmh, explique, déjà de base, faut être en capacité de tout remettre en question, mmh ne rien prendre pour acquis et toujours, voilà, questionner, comme tu le dis, avoir le schéma de pensée pour avoir une réponse. Bref, mais du coup, ça, c'est bah, pour le coup, il y a un livre vraiment, c'est celui-là, il est vraiment intéressant. Mais au-delà de ça, tu vois, le fait de poser des questions, le fait d'apprendre à apprendre finalement, tu vois? Genre, tu vois, là, j'ai pas envie de partir trop loin, mais l'école, de base, c'est vrai que ça mérite les gens, enfin, on les gens qui vont réussir, c'est des gens finalement qui vont apprendre par cœur des choses. Est-ce que c'est ça l'intelligence? mh, Tu vois, je sais pas. Juste, c'est quelqu'un qui apprend tout par cœur, voilà, il a 20 sur 20 alors que techniquement, il n'a pas appris à réfléchir par lui-même. Je pense que apprendre à apprendre, justement, c'est ça que tu dois, justement maîtriser, tu vois? Donc te questionner, remettre en doute ce que tu as appris, poser les questions aux autres, avoir les schémas de pensée et être aussi en capacité de tu vois, quand tu dis quelque chose, est-ce que je le dis parce que j'ai vraiment travaillé ce sujet-là? Ou est-ce que parce que sans même m'en rendre compte, je ressors bêtement, ce qu'on m'a dit, tu vois? Et je m'en rends même pas compte. Hem donc bref, ouais, donc c'est plein de sujets comme ça et tu vois, par exemple, c'est intéressant ce que tu me dis sur le fait de poser des questions parce que tu vois, maintenant avec l'IA, genre Claude et cetera, genre ils sont très, très forts, mais le problème, c'est qu'il y en a, ils vont tomber un peu là-dedans parce que justement, même l'IA va leur sortir des résumés ou des réponses et ils vont prendre ça pour acquis et donc en fait, dans la même logique, c'est tu dois faire en sorte que l'IA te pose v'là les questions pour que de toi-même, tu vois, ça s il y a des choses qui en ressortent et à partir de tes réponses, là, tu as un vrai travail à faire. Mais tu vois cette logique-là, là, le fait de poser des questions, ça marche pour l'école, ça marche comment bien utiliser une IA, ça marche aussi en appel de vente. Tu vois, quand on dit, ne pas, enfin reformuler les mots de ses prospects,
ne pas affirmer, poser des questions. En réalité, tu fais ça parce que comme ça, le mec, il a le schéma de pensée et boum, tu vois? C'est là c'est comme ça qu'on vend. Donc cette logique-là, elle est impactée vraiment partout, tu vois? Mmh. Mais donc voilà, en gros. Mais, c'est vrai que, et justement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, cette capacité à poser de bonnes questions, en fait, elle découle de plein de hard skills et de soft skills. Tu vois, par exemple, typiquement, savoir prompter une question, savoir agencer des mots ensemble. Il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, dans ce que tu viens de dire, c'est que cet esprit critique-là, il est né d'un livre et j'aimerais partager à toutes les personnes qui nous écoutent parce qu'il y en a beaucoup, notamment de notre génération, qui ne lisent plus. Hem, il y a probablement beaucoup plus de matière et de savoir et d'intérêt pour, votre esprit intellectuel, votre profondeur intellectuelle dans des livres que dans des vidéos YouTube ou en tout cas, une matière qui est différente et que vous ne retrouvez pas ailleurs. C'est plutôt ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'évidemment que tu as d'autres sources d'informations et de savoir et d'agrandissement perso donc sur d'autres plateformes et évidemment, c'est trop bien d'avoir l'IA, c'est trop bien d'avoir YouTube, c'est trop bien d'avoir ce genre de format et évidemment les podcasts, je vais pas m'en plaindre. Mais pour autant, hem, les livres, c'est ce qui façonne aussi l'esprit et c'est ce qui peut-être manque à beaucoup de gens, dans leur profondeur intellectuelle. Il y a un autre livre que je recommande sur le sujet dont tu parlais, c'est Ultra Learning. Je sais pas si tu connais ce livre-là, Non, ouais. qui est un livre hyper intéressant justement sur la capacité à apprendre rapidement, deep, une langue, une connaissance, une compétence et c'est hyper intéressant, je le recommande vraiment aux personnes qui nous écoutent. Moi, je suis en train de me le réécouter en livre audio, et c'est super intéressant. Ça te permet en fait de développer une compétence, de masteriser une compétence hyper rapidement. C'est des méthodes en gros, c'est vraiment la métacognition, c'est ce dont tu parlais, c'est, apprendre à apprendre, et c'est vraiment hyper intéressant. Hem, il y a, un autre sujet aussi, c'est, le fait de savoir prompter une bonne question. Effectivement, elle change la manière de percevoir quelqu'un. Hem, c'est, tu vois, tu parlais du closing et cetera. En fait, c'est présent dans tout, dans les relations humaines, quand tu fais du recrutement, quand tu vas, je sais pas, vouloir créer une offre, tu vas te poser quelles questions? Comment est-ce que tu vas les prompter? Comment est-ce que tu vas te poser des questions sur le marché? Comment est-ce que tu peux apporter de la valeur sur un marché? Tout ça, ça part que de questions, en fait et c'est super intéressant de se dire, et non, en plus, je crois que tu es à Bali en ce moment. Il me semble que tu network. Je pense que tu poses tout le temps des questions, tu vois? Ouais, ouais, j'aime beaucoup poser des questions. C'est surtout que par définition, c'est intéressant avec le fait de poser une question, c'est par définition, quand tu poses une question, tu mets un il y a une partie de ton ego que tu mets de côté parce que tu attends une réponse que par définition tu n'as pas. Et donc, une personne qui pose des questions, c'est forcément une personne qui évolue. Genre, par définition, l'action même de poser une question fait que déjà tu veux avoir une réponse d'une personne. Et donc ouais, c'est genre poser v'là les questions, mettre son ego de côté, c'est genre c'est un truc con, hein. Tu vu, c'est un conseil de mais Ça genre dépend, hein. Ça dépend en vrai parce que si jamais ta question elle est vachement orientée, je suis pas sûr que tu aies l'ouverture d'esprit. Tu vois, je pense que justement tu as des questions ouvertes et peut-être des questions qui sont fermées, qui sont très, très orientées. Je pense au journalisme, tu vois? Où, tu as des journalistes ah qui bah, posent des questions hyper de ouf. orientées et tu sais pertinemment qu'ils attendent une certaine réponse. Et je trouve que c'est aussi ça le pouvoir des questions, c'est que les questions elles permettent pas juste de gagner du savoir, elles permettent aussi de faire affirmer à d'autres gens une réalité que toi tu as pour acquise et tu leur fais acquérir cette même réalité. Et tu vois, par exemple, je pense, au closing, hem, tu fais passer un prospect d'un état où il a certaines croyances à justement une forme d'apprentissage par le biais de questions qui sont orientées vers, une nouvelle réalité, une nouvelle manière de penser et du coup, cette personne-là passe plus facilement à l'action parce qu'elle se dit: «Ah oui, non, en fait, je réalise ça grâce aux questions que tu m'as posées et aux réponses que je viens de formuler», tu vois? Mais on est d'accord, de manière générale, ça nécessite quand même une certaine ouverture d'esprit, une capacité à se projeter dans l'autre, en fait. Ouais, bien sûr, là, je parlais, ouais, surtout dans le networking ou dans les échanges de manière générale, tu vois? C'est Carrément, sûr ouais. que oui, les journalistes, de ouf. Mais, mais ouais, ouais, non, non, poser des questions, c'est la base, tu vois? Mmh. Et justement, il y a un autre sujet, parce qu'en fait, je rebondis sur un petit peu de ce que tu dis parce que du coup, ça rentre deep dans ce que je voulais creuser avec toi. Tu parlais de l'intelligence et tu disais, je sais pas si c'est vraiment ça, intelligence. Je suis curieux de savoir ton avis sur ce que c'est l'intelligence avant de parler de son utilité et de ce que ça peut être. Hem, pour toi, c'est quoi être intelligent? Alors, tu as 2 heures devant toi ou pas? Non, je rigole. Déjà, en fait, selon moi, en fait, regarde, c'est intéressant parce que, tu vois, par exemple, il y a des gens qui sont très cons, qui font plein d'argent. Mmh. Il y a des gens qui sont
à première vue, en tout cas de ton point de vue, hein, quand je dis, très cons, mais qui sont très heureux et toi, tu es très intelligent, mais tu es très triste, tu vois? Donc en fait, déjà, c'est quoi l'intelligence? Enfin, pourquoi faire? Et oui, tu as raison tu as bien précisé, c'est quoi l'intelligence et ça sert à quoi? Voilà. Mais donc, je sais pas comment aborder le sujet. En gros, moi, déjà, je pense que je vais commencer la première fois où, heu, j'ai eu un texte, je crois que c'était, Claude Lévi-Strauss, c'est un anthropologue Oh, qui OK. parlait et en gros, il parlait justement de l'intelligence et il comparait justement des tribus, qui, de notre point de vue, tu vois, dans notre civilisé, dans notre société, qui pourraient paraître très, très loin, pas du tout, tu vois, développées et cetera. Sauf qu'en si on compare juste l'intelligence, est-ce qu'ils sont plus heureux que nous? Oui. Est-ce qu'ils sont moins dépressifs? Oui. Est-ce que tu vois? Il y a plein de choses. Bref, donc après, c'est sûr qu'on peut discuter de ça, chacun a son avis. Moi, je pense que l'intelligence, c'est une forme une capacité à s'adapter pour survivre, déjà de base. Genre, de base, tu vois? L'intelligence, là, tu vois, on se pose des questions en mode pour faire des business, mais de base, l'intelligence, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à pas crever, déjà de base, tu vois? Genre donc en fait, je pense que c'est une forme d'adaptation Mmh. pour un but, OK? Peu importe ton but. Je pense que maintenant, si je vais deep, le but souvent, ça va être d'être heureux. Si je prends vraiment large, 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 là, tu vois, au lieu de faire de l'argent, au lieu de faire, tu vois, tous les pourquoi de tout le monde, pourquoi ils veulent leur pourquoi, c'est parce que ça les rend heureux. Bref. Donc, on pourrait croire, voilà, on pourrait dire que le but ultime de tout le monde, c'est d'être heureux. OK. Peu importe ce qui te rend heureux. Et ben, tu vois, tu as des gens qui font énormément d'argent, qui sont pas forcément heureux. Tu as des gens qui sont très intelligents, enfin, qui ont des bonnes notes ou peu importe, qui sont pas forcément heureux. Donc, ouais, l'intelligence, ça, c'est un sujet, il y a J'adore même ce pas de fin pour le coup, tu vois? Moi, voilà, tu vois? Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant parce que, s encore une fois, bon, on sait tous que l'intelligence, enfin tu vois, le système éducatif ne reflète pas en vrai ce que c'est que l'intelligence parce que, voilà, moi, toutes les personnes que je me souviens qui avaient genre 20 sur 20, bah, c'est voilà, j'ai pas forcément, potentiellement envie d'avoir leur vie ou ils sont pas forcément bien ou ça dépend, enfin, je pense que ça a juste rien à voir, en fait. Le fait de retenir quelque chose, d'avoir une bonne mémoire et donc du coup d'avoir des bonnes notes et être intelligent, pour moi, c'est pas corrélé, tu vois? Ouais, l'intelligence, c'est ta capacité à t'adapter pour avoir un but, enfin, pour avoir ton objectif, tu vois? Alors c'est hyper intéressant parce que tu as presque sorti la citation que j'allais sortir. Je crois que c'est Alex Hormozy qui cite lui-même quelqu'un et qui explique, que la vraie intelligence, c'est la capacité à obtenir quelque chose dans le monde réel qu'on visait. Mmh. C'est-à-dire que, heu et c'est un sujet qui me passionne aussi. Déjà, il y a énormément d'études psychologiques sur l'intelligence. Aujourd'hui, on en décline, je crois 9, il me semble. 9 types d'intelligence et tu vois, on a érigé beaucoup le QI, alors que tu as plein d'autres formes d'intelligence. Je pense à un mec comme Elon Musk qui a une intelligence logico-mathématique incroyable, mais une intelligence, interpersonnelle, sociale et cetera qui est éclatée, tu vois? Genre vraiment. Ouais, on dirait un peu des fois un autiste, ouais, c'est vrai. Totalement C'est autiste, rigolo, hein. et du coup, je crois qu'il le dit en plus qu'il est autiste, hein, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, hem, moi, ce que j'en pense, c'est que l'intelligence de manière générale, c'est, quelque chose qui est tellement large et tellement, imprécis qu'en fait, il faudrait en donner plusieurs définitions. La principale, je pense que c'est celle que tu donnes, hem, mais il y a une autre forme d'intelligence qui est celle d'être capable de capter ce que nous, on a en forme d'intelligence. Genre typiquement Elon Musk, il a capté qu'il était nul sociable, d'un point de vue sociable et il est OK avec ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est nul et c'est pas grave. Par contre, il a capté qu'il était hyper intelligent d'un point de vue logico-mathématique, d'un point de vue de son QI et du coup, il l'a dirigé dans la direction qu'il voulait. Genre cette compétence-là, cette, capacité-là, ce don qu'il avait, il l'a juste dirigé vers: «J'obtiens quelque chose» et il l'a obtenu. Tu vois, je fais souvent ce parallèle, quand j'en parle. En gros, l'intelligence pour moi, imaginons que ton intelligence, c'est un soleil, c'est le soleil. En fait, soit tu peux le diriger dans une goutte d'eau, soit tu peux le diriger dans une loupe. Si tu le diriges dans une goutte d'eau, je sais pas, dans de la pluie par exemple, ça va devenir un arc-en-ciel. Donc typiquement, c'est, la diffraction. Donc globalement, tu as un stack d'intelligence, mais tu vas te poser plein de questions.
Tu vas, chercher à apprendre plein de choses, à nourrir cet ego intelligent, vorace et du coup, en fait, tu sais, tu vas tout penser en amont, tu vas essayer de faire tout de manière très logique, tout surpenser, mais tu vas jamais vraiment agir et je pense que c'est ça, le problème de quelqu'un de très intelligent, c'est que il peut totalement faire ça. C'est-à-dire, tu vois, tu as plein de gens qui réfléchissent trop, qui se posent beaucoup de questions, qui, attendent que le plan soit parfait, qu'ils aient tout bien pensé avant de lancer un truc. Soit tu fais ça, soit tu fais ce que factuellement Elon Musk a fait. En gros, tu diriges toute ton intelligence dans un seul objectif pour obtenir quelque chose et du coup, tu fais passer dans une loupe, tu vois? Genre, ça concentre la lumière. Je sais pas si tu as déjà joué avec une loupe et avec la lumière du soleil? Moi, je faisais ça sur les fourmis et ça brûle, en fait. Je vois le genre de mec que tu es, c'est bon. Mais du coup, j'étais un gamin, j'avais 5 ans et je brûlais les fourmis avec la loupe et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu as un don, mais après la vraie intelligence, c'est d'être capable d'en faire quelque chose et je trouve ça super intéressant. Hem mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur ça parce que je t'en parle parce que, vu qu'on est tous les 2 dans l'entrepreneuriat, et que tu en as très bien parlé, tu as des gens qui ont pas l'air d'être très intelligents et qui pourtant ont énormément de succès, énormément de réussite et à l'inverse, tu as des gens qui ont l'air d'être très réfléchis, très intelligents, qui ont, beaucoup de capacités intellectuelles, mais quand tu regardes factuellement ce qu'ils ont obtenu et à quel point ils ont atteint leurs objectifs, à quel point ils sont heureux, bah, ils le sont moins en général et je trouve ça étonnant, je trouve ça intéressant. Hem, D'ailleurs, autre question, est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un d'intelligent? Oui, Mmh. oui, je me considère intelligent. Après, je pense que c'est comme, enfin là, tu vois, c'est comme un fou qui dit qu'il est pas fou. Tu vois ce que je veux dire? Si le fou, il dit qu'il est fou, par définition, il est plus fou. Donc en fait, heu, le fait de dire: «Je ne suis pas intelligent», ce serait aussi une forme d'intelligence parce que tu peux t'analyser, tu vois? Donc Ouais, je moi, vois. je me trouve intelligent, mais je veux être plus intelligent. Tu vois? Genre, on veut enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc mais par contre, genre, je, tu vois, il y a un comment dire? Je peux faire plus, tu vois ce que je veux dire? Je veux faire plus. Je sais que je peux faire plus et du coup, par définition, je suis jamais sur mes acquis. Enfin, tu sais, genre, on est tous intelligents à notre manière après, tu vois? Mmh. Ce que je pense, c'est que l'intelligence en elle-même se développe pas. Je pense que c'est plus la matière que tu peux lui apporter et la manière dont tu l'agences qui peut changer. Quand je dis ça, ça veut dire que, en tout cas, mon avis personnel, il est que, hem, tu peux développer, comment dire? Des schémas de pensée et des manières de réagir à une situation. Je pense au networking, tu vois? Tu peux être mauvais en networking. En soi, c'est plus une compétence qu'une forme d'intelligence. Là où, ton intelligence de base, par exemple ton QI, il évolue pas, tu vois? Genre, il bouge pas, factuellement, il bouge plus. Par contre, la matière que tu as à lui donner, l'expérience, les compétences que tu as acquises, ça, pour le coup, c'est des choses que tu peux développer, les soft skills, les hard skills et cetera. Mais, je pense qu'on part tous d'un point de départ où, bah, on nous a donné ça, tu vois? On peut en faire quelque chose et après c'est notre capacité à agir qui définit, concrètement si on obtient des choses dans le monde, tu vois? Je pense que enfin, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais, ouais. Non, mais tu vois, c'est comme, par exemple, tu vois, tu me parlais de networking, tu vois, le tact, Mmh mh. avoir du tact. Tu as des gens, naturellement, ils ont un tact et tu as des gens qui sont, ils savent pas trop comment se comporter, et ça, c'est très dur à faire apprendre à des gens. Parce qu'en fait, nous, par définition, quelqu'un qui a un tact, avec pour prendre cet exemple, c'est très instinctif. Il se pose pas la question. Tu vois, par exemple, imaginons toi, tu parles à quelqu'un, OK, et là, la personne, tu vois que son body language, tu vois qu'elle veut aller autre part, tu vois qu'elle veut partir, en fait. Tu es en train de la prendre en tunnel sans faire exprès, tu vois? Ben, naturellement, tu vas voir et tu vas arrêter de parler. Parce que la personne, elle a autre chose à faire. Et il y a des gens, malheureusement, tu vois, je te prends un exemple, mais les gens, ils se rendent pas compte. Ça t'est déjà arrivé, tu vois, il y a un mec qui te parle pendant 15-20 minutes, tu lui envoies tous les signaux de ton corps, enfin, les signaux de ton corps, pardon, et le mec ne capte pas. Et je me dis, ça, c'est compliqué. Parce que Mmh. humainement, et bon, évidemment, c'est un détail, mais du coup, ça en cache plein d'autres. C'est très compliqué à faire apprendre ce genre de compétences. Parce Mmh. que justement, par définition, c'est instinctif, tu vois. Mmh. Et c'est pour ça que tu as des gens qui sont, pour reprendre par exemple la vente, des gens qui sont très bons en vente, des gens qui sont très mauvais. Et en fait, il faut pas, par exemple, pour des gens qui sont très mauvais en vente, il faut pas justement leur apprendre à quoi dire, quoi faire, et cetera. C'est plus à la racine. Genre, Mmh. dans quel état d'esprit ils doivent se mettre pour qu'au final, ça devienne instinctif, tu vois? Mmh. Hem
Enfin Et bref. je pense que d'ailleurs, on parlait de tu parles de cette compétence de la vente. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a pas une manière de vendre. C'est-à-dire que tu as comment dire? Une structure commune à la vente, mais dans la manière d'être, tu auras pas 2 closers identiques, tu vois? Parce que c'est Bien 2 sûr, humains différents et vu que la vente est un moment humain, un moment d'empathie, un moment d'écoute, un moment de question. Bah, forcément, les questions ne sont pas les mêmes, la manière d'être n'est pas la même, et je trouve que du coup, c'est super intéressant parce que quelqu'un qui est pas forcément bon en vente, qui a pas forcément toutes les skills dont tu parlais, le tact et cetera, en fait, il peut quand même être un excellent vendeur, mais en choisissant parmi les dons que lui, il a, les capacités naturelles qu'il a, les éléments qui lui permettent de vendre plus facilement, tu vois? Et je trouve que finalement, ce qui est le plus dur pour quelqu'un qui essaie d'apprendre à vendre, à quelqu'un d'autre, Hem, le plus dur, c'est d'identifier ses dons, ses points de qualité, ses points de talent et de savoir les agencer pour en faire un bon vendeur. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire et c'est peut-être là qu'il y a le plus de compétences chez, tu vois, les coachs en closing et cetera. C'est peut-être ce qui est le plus dur à trouver finalement et ce qui manque le plus peut-être. Mais une fois que tu as cette compétence, c'est incroyable. Hem Toi, justement, je voudrais un peu, aborder ton activité actuellement et ce que tu fais au quotidien. Hem, du coup, tu as eu un parcours de filmmaker, tu as travaillé avec plusieurs, heu, gros profils et puis, si je me trompe pas, tu as quitté après ce monde-là. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Puis après, on discutera un peu du cœur de cette activité. Tu as travaillé avec qui? À quel moment tu t'es dit qu'il était temps de changer de voie, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? OK, bah, en gros, du coup, moi, en parallèle de mes études, je commençais déjà à être photographe, vidéaste, genre je faisais des petits projets et tout. Mmh. Après, en arrêtant les études, avec un pote, on a eu une boîte de prod. Donc pareil, on faisait de la pub, pour les réseaux sociaux, plus premium, pour des marques et cetera. Et moi, en fait, directement après mon retour de Montréal, j'étais ce qu'on appelle opérateur Steadicam. Donc un Steadicam, c'est pour stabiliser les grosses caméras cinéma, donc tu as un harnais, tu as un bras et cetera, les mecs qui peuvent courir sans que la caméra bouge. J'ai fait ça. Et donc, en fait, ce qui est très drôle, c'est que moi, ça, c'est mon business de base. Je suis passionné par ça. Sauf que je savais que le problème, je suis obligé d'être à un endroit précis, à un horaire précis pour faire de l'argent. Et donc, par définition, même si j'étais passionné, je savais que ça allait pas me rendre vraiment heureux. Parce que je suis obligé de, voilà. Donc, je faisais plein de choses, j'ai testé plein de choses comme tout le monde. Et en fait, je me suis même pas rendu compte en parallèle de ça, je commençais à aider plein de gens. Parce que moi, je me formais sur la vente, je me formais sur le marketing, et cetera. Genre, j'apprenais plein de choses, des choses qui clairement m'aidaient dans mes business pour trouver des pour augmenter mon réseau, pour, faire en sorte que les gens m'aiment bien, pour faire en sorte que les gens me rappellent, pareil dans la boîte de prod, et cetera. Enfin, il y a plein de choses qui font en fait, c'est des compétences secondaires, tu sais? Genre, tu es bon dans ce que tu fais, mais si tu es juste bon, ça suffit pas, il y a plein d'autres trucs. Bref, du coup, je me formais là-dessus et naturellement, autour de moi, mes potes, je les aidais, tu vois? Je les aidais et je voyais vraiment que j'ai des potes à moi que j'ai startés, tu vois? Juste parce que, bah, je les coachais, mais naturellement, tu vois? Et donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Beh, vas-y, je sens que je peux vraiment aider plein de gens», tu vois? Mmh. Donc je vais faire ça. Donc de base, mon mentorat, c'était il y a 2 ans. Je l'ai créé en mode, j'aide des créatifs. De base, c'était ça un peu le délire, tu vois? J'aide des gens qui sont créatifs, mais qui ont pas ces compétences business et moi je vais les maxer, tu vois? J'avais beaucoup de photographes, beaucoup de vidéastes, des graphistes et cetera. Et en fait, naturellement, mon mentorat a énormément évolué, où maintenant 2 ans après, où ça fait même 1 an et demi maintenant que je fais ça, je fais vraiment des gens qui font de la prestation de service en ligne, tu vois? Donc photographe, vidéaste, j'en ai plus trop. Tu vois? Parce que c'est pas scalable, en fait et du coup, forcément, quand tu démarres ton business de mentorat, au début, tu vises plus des débutants. Logiquement, tu vois? Tu as besoin de légitimité et cetera. Mais au bout d'un moment, bon, voilà et moi, le problème, c'est que c'était pas scalable et même au niveau des profils, heu, voilà. Moi, maintenant, j'ai vraiment des gens qui sont plus avancés et vraiment, je les fais péter et justement, vu que c'est de la prestation de service en ligne, c'est plus simple. Mais pour t'expliquer, techniquement, il y a jamais eu de moment où je me suis dit: «Vas-y, j'arrête». C'est juste qu'en fait, genre, moi là, je continue on m'appelle, là, je suis à Bali, on m'appelle pour des tournages, tu vois? Si j'étais en France parce qu'encore une fois, c'est ma passion. Si je suis en France et que j'ai un tournage ou des gens que j'aime bien ou c'est un artiste que j'aime bien ou peu importe, bah, j'y vais, tu vois? Donc en soi, c'est juste que c'est plus devenu mon business, principal. C'est même plus devenu mon business d'ailleurs. C'est juste kiff. Genre je suis passionné par ce que je fais, c'est bien, tu vois? Mais je n'ai plus besoin de ça pour vivre. Et mon business principal, vraiment là où je focus, c'est mon mentorat, à fond, tu vois?
OK, trop bien. Et du coup, là, aujourd'hui, tu as un business de mentorat. Je vais d'abord un tout petit peu rentrer guide dans ce que tu fais, et puis après je vais rentrer dans l'avenir, parce que moi j'aime bien l'avenir. Hem, Concrètement, comment est-ce que fonctionne ce mentorat? OK. Bah, concrètement, en gros, déjà de base, heu, tu vois, moi, je forme sur des trucs où, les gens, ils sont pas forcément conscients que ça peut les aider. Parce que souvent, dans le business, les gens, ils achètent de la méthode, des process. Ils pensent que c'est le dernier hack, la méthode US et cetera. En réalité, tout fonctionne. Tout fonctionne. Et le problème, c'est que potentiellement, tu vas récupérer une méthode, tu vas copier-coller. Ça peut marcher, mais si tu ne sais pas pourquoi ça marche, c'est compliqué. Donc en fait, moi, je forme vraiment sur justement la logique, OK, qu'il y a derrière l'action que tu fais. C'est-à-dire que, les niveaux de conscience, la psychologie humaine, tu vois, dans la vente, la en fait, de manière générale, quand tu fais quelque chose, tu as l'esprit et la matière. Par exemple, la compétence en vente, la matière, c'est des scripts de vente, des structures de phrases, comment dire des choses. Donc ça, c'est dans le monde physique. Et l'esprit, c'est qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Comment tu vas te caler sur le niveau de conscience de ton prospect? Pourquoi il faut pas réutiliser les mots? Pourquoi il faut questionner? Enfin, toutes ces choses-là qui sont au final de la logique, tu peux les appliquer partout, dans ton marketing, dans ta vente, dans, tes, dans ta délivrabilité, etc. Donc, en gros, c'est ça. Là, moi, mon mentorat, il est sur 6 mois. Et alors, j'ai plusieurs offres. Bref, j'ai plusieurs offres. Mais ça dépend. Mais globalement, mon offre de base, elle est sur 6 mois. Où pendant 6 mois, en fait, genre, t'es collé à moi. Genre, t'es collé, t'as genre entre 3 et 4 appels de groupe par semaine. T'as tout ce qu'il faut, etc. Mais en soi, tu vois, c'est toujours pareil. Comment je délivre, en soi, on s'en fout. Tu vois, genre, ça pourrait être des calls 1v1 avec moi, ça pourrait être un coup de baguette magique. En vrai, c'est pas ça qui est important. Mmh. Donc, ouais, moi, en tout cas, là où vraiment j'apporte du résultat, c'est sur cette logique, sur la psychologie humaine. Et genre, j'aime bien dire, même si c'est pas précis, je câble les élèves plus haut, tu vois? Je les câble plus haut. Ce qui fait que même dans leur vie de tous les jours, ça change, tu vois? Par exemple, je te prends un exemple, tu vas apprendre la logique sur le fait de, par exemple, cadrer un appel de vente. Si tu comprends la logique, en vrai, le jour où tu as une embrouille avec ta meuf, tu peux cadrer l'embrouille. C'est la même logique, tu vois? Et donc en fait, tu vois Mmh. ce que je veux dire? C'est Donc, voilà. intéressant, ce sujet-là dont tu parles, et je vais un tout petit peu sortir de cette discussion-là pour, hem, les compétences que tu gagnes, que ce soit dans le business ou pas, que ce soit ta boîte ou pas, si même c'est dans le pro, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de, alors, c'est appelé grossièrement des compétences transversales. Mais, tu as beaucoup de skills que tu peux gagner, dans ton métier, dans ton activité, qui sont hyper, réutilisables dans tout, en fait, et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, ces nouvelles compétences et cette nouvelle manière de penser, qu'on le veuille ou pas, tu sais, tu as des gens qui pensent qu'ils sont comme ça qu'au travail, et autant dans le bien que dans le mal, hein, dans leur manière d'être, s'ils sont, tu vois, par exemple, je sais pas si tu as déjà fait des petits boulots, mais quand tu as un collègue, moi j'en ai fait quelques-uns avant de me lancer. Quand tu as un collègue qui est exécrable au travail, c'est assez rare que ce soit quelqu'un de mielleux et de gentil dans le perso, tu vois? Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, les gens pensent qu'ils ne sont pas pareils dans le pro et dans le perso, que ce soit dans le business ou pas, alors que c'est faux, en fait. C'est-à-dire que ton identité, elle est la même, que tu sois au travail ou pas. Évidemment, il y a des choses qui changent, il y a des choses que tu caches, que tu montres pas, mais d'une manière générale, ça façonne quand même ta manière d'être. Tu vois, quand ça se passe bien, dans ta boîte, bah, en général, ça se passe mieux, ou en tout cas, ta manière d'être est meilleure dans le perso aussi, et inversement. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a aussi des compétences techniques qui sont réutilisables dans le perso. Tu me parles de la vente. En fait, la vente finalement, c'est la vraie skill, c'est pas la vente, c'est, l'empathie, c'est, l'écoute, c'est, justement savoir poser des questions, d'en parler, c'est, savoir cadrer, savoir, c'est pas manipuler, mais faire voir une autre forme de réalité à quelqu'un, et ça, bah, en fait, tu peux le faire autant dans tes relations perso, tu peux le faire, je sais pas, quand tu es en date, par exemple. Tu peux le faire, enfin, tu peux le faire quand tu network, tu peux le faire quand tu es à l'aéroport et que tu as une galère et que tu essaies de négocier avec, je sais pas, la personne qui veut te faire rentrer dans l'avion ou pas. Tu sais, genre, ça se réutilise dans tout, et je trouve ça super intéressant, du coup. Et tu as d'autres skills, par exemple, le copywriting. Je sais pas si tu as déjà écouté Mathis Chloé. C'est quelqu'un qui vient de ce monde-là, qui a commencé à faire ça. C'était un nerd à 16 ans, il faisait que du copywriting. Et aujourd'hui, tu l'écoutes parler, il a pas une seule hésitation, il parle vite et on pense souvent comme on écrit. Et de la même manière, en fait, dans sa manière de parler, il réutilise cette compétence-là, et je pense qu'il l'utilise autant dans ses contenus que dans sa vraie vie, tu vois?
Et c'est ça que je trouve, hyper intéressant. Hem, Exactement. à part la vente, est-ce qu'il y en a d'autres, des compétences que tu as identifiées comme étant, réutilisées chez toi, dans ton quotidien, que tu as appris par le business ou par ton activité pro et que tu as retranscrit dans le perso et qui te servent aujourd'hui? Ouais, ouais, carrément. Bah, en gros, moi, ces compétences-là, en gros, déjà, de base, c'est forcément des compétences de l'esprit. C'est des Mmh. compétences dans la logique. Donc, en fait, c'est des compétences qui ne sont pas impactées par des cycles. Tu vois, par exemple, le copywriting ou ce genre de choses, maintenant, bon, bah, l'IA, bon, alors évidemment, tu dois repasser derrière. Mais c'est quoi la logique d'avoir un bon script? Ou c'est quoi la logique tu vois, par exemple, la compétence de faire un site internet, par exemple. Mmh. Bah, il y a 5 ans, les mecs, ils se formaient, ils mettaient de l'argent, ils savaient faire un site internet. Maintenant, il y a Claude Code et bon, tu niqué. Et donc du Ouais. coup, c'est quoi les compétences où, quoi qu'il arrive, même dans 2000 ans, ça va te servir encore? Bah, c'est toujours des compétences de l'esprit. Donc la psychologie humaine, de la logique, la psychanalyse, les niveaux de conscience, les postures, les standards, OK? Les neurosciences. En fait, tout ce qui est relié à l'humain, parce que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe le business, tu vends à des humains. Donc, Mmh. si tu comprends l'humain, c'est tout en fait, tu vois? En fait, tout ce qui va être utilisé dans la matière, donc les process, les méthodes concrètes, c'est toujours impacté par un cycle parce que actuellement, c'est ce qui fonctionne. Et pareil, au-delà de actuellement, c'est ce qui fonctionne, c'est actuellement, c'est ça qui sort du lot parce qu'encore une fois, une bonne méthode, si tout le monde a la bonne méthode, par définition, la méthode ne marche plus. La méthode devient vintage, OK? De la même manière que, par exemple, imaginons tu vas prendre un appel de vente, sauf que le mec c'est un closer. Bah, si tu lui sors les phrases de base, qui de b tu vois, de closing de base, tu vois? Tu te sens comment de 1 à 10 ou ce genre de truc, tu vois? Le mec, même si en soi la phrase est pas mauvaise, mais lui il la connaît et donc le fait de connaître la technique va te faire sortir du film, en fait, tu vois? Ça va te Ouais. faire sortir du truc. Donc c'est pour ça aussi que énormément de méthodes, même si elles sont bonnes, sont impactées par des cycles. Mais c'est quoi la putain de logique qui reste derrière? Qu'est-ce Mmh. que j'apprends là maintenant qui va me servir tout le temps? Et ben de la même manière que toi, par exemple, tu m'as cité, Socrate. Socrate, il connaît pas le business en ligne. Pourtant les concepts que potentiellement tu arrives à prendre chez lui, si tu comprends la logique, si tu comprends la structure, ça va t'aider. Et donc il y a plein de conseils comme ça. Moi, si je peux te donner quelques-unes, c'est vraiment la psychologie humaine et comprendre les structures, peu importe, comprendre la logique pour adapter sur d'autres choses. Tu vois? De la même manière que tu vas apprendre des choses en vente, ça va t'aider en drague, OK? Par exemple, moi, j'explique souvent, tu vois, la posture. Je te prends un exemple. Tu vois, quand tu vas prospecter, par exemple, tu vas discuter Mmh. avec un prospect, OK? Bah, la posture, si tu as une posture trop haute, même si tu as raison, même si tu peux vraiment changer sa vie, le mec va pas avoir envie de t'écouter. Donc, le fait de baisser sa posture, en réalité, ça te fait gagner des points. De la même manière qu'un timide, s'il fait semblant d'être timide, s'il bombe le torse et qu'il va avoir une 10 sur 10, tu vois? Et la meuf, elle le voit qu'il est timide, ça marche pas. Donc, autant verbaliser sa posture basse. Je suis timide, j'ai pas l'habitude. Fait que je viens de te voir. Boum! Ah OK, il a du charme, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est de la logique. C'est vraiment adapter les structures, comprendre ce qui se passe. Et pour finir, je vais te parler d'un livre qui est un peu perché techniquement, mais c'est tout ce concept-là. Tu lu L'Alchimiste ou pas? Ouais. Bon, bah, voilà, l'alchimiste, c'est juste un mec qui apprend du désert, apprend du vent. Il voit 2 oiseaux et en fait, il comprend la logique, la structure ou peu importe. Boum, il va prendre des apprentissages, il va tellement comprendre la logique qu'il y a derrière, qu'il va réussir à avoir des apprentissages dans sa vie. Tu vois, par exemple, je sais pas, je te prends un arbre, qui prend un vent, qui prend du vent, donc qui bouge de partout. Toi, tu pourrais, par exemple, rapprocher ça dans ta vie en mode, bah, oui, il y a des choses qui se passent, ça bouge de tous les côtés, tu as l'impression que l'arbre, il va tomber, alors qu'en réalité, si tu zoomes sur le tronc, tu vois que le tronc, il bouge pas. Il y a aucun risque que ça tombe. Donc tu Mmh. peux ouais, encore une fois, tu peux parler des fondations d'un business, tu peux parler de plein de choses, tu vois? Comprendre les logiques, ça va faire en sorte que toute ta vie, tes discussions, ce que tu vas apprendre, les livres que tu lis, les discussions avec les gens et cetera, il va y avoir un impact 2 fois plus grand. Parce que tu vas avoir justement un niveau de conscience, un niveau de lecture beaucoup plus, profond. Tu vois? C'est comme quand je sais pas, je prends un exemple, tu vois, j'aime bien expliquer avec des choses simples. Mais par exemple, tu vois Shrek, on a tous vu Shrek. Quand tu étais petit,
tu kiffais le film, mais quand tu l'as vu quand là, à ton âge, en fait, tu as vu qu'il y avait plein de blagues de cul, où il y avait plein de trucs que tu avais pas compris, Dans tu les vois? Disney Juste que aussi, toi, c'est ça. entre-temps, tu t'es amélioré, tu as augmenté ton niveau de conscience et du coup, ta lecture, il y avait plusieurs niveaux de lecture. Bah, Mmh. en réalité, quand on parle Mmh. d'augmenter son niveau de conscience, c'est juste qu'on va aller beaucoup plus loin dans son niveau de lecture Mmh. et du coup, pour finir là-dessus, quand tu apprends des choses de la matière, des process à copier-coller, il y a pas de niveau de lecture, c'est des maths. Deux Mmh. plus 2 = 4. Tu vois? Alors que quand tu apprends des choses de l'esprit, les niveaux de lecture et plus la vraiment la vérité elle est pure, plus elle est vraiment genre on est parti loin dans la logique, plus les niveaux de lecture sont infinis. Mmh. Des phrases comme, «Je ne sais pas ce que je ne sais pas» ou tu sais des citations, de philosophes, vraiment, tu penses les connaître, mais en fait tu les connais pas, tu vois? Mmh. Parce que le niveau de lecture est juste infini. Enfin bref, du coup j'ai un Non, peu parlé, mais ah, voilà, au c'est moins hyper tu captes. intéressant, hein, ce que tu dis et c'est vrai que, en plus de ça, il y a aussi un autre aspect, c'est que, tu sais, quand tu parles justement de matière et d'esprit, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette partie esprit, tu l'expliques non pas d'une manière, très abstraite, on peut entendre des perso, qui sert à rien, mais Ouais, c'est ouais. plutôt, OK, à partir du moment où, je change mon niveau de conscience, je peux, pour un même concept, le comprendre différemment et l'appliquer dans le réel de manière différente. Du coup, agir foncièrement sur des concepts qui sont non seulement sourcés, mais qui sont lus différemment, ce qui fait que je vais agir différemment et obtenir quelque chose d'autre. Et c'est super intéressant. Ouais, Hem, c'est ça mec, ça c'est vraiment mon combat mec. Parce que genre, oui, tu sais, tu des gens, ils sont perchés de fou. Alors oui, quand tu les écoutes, tu sais, ça sonne comme du miel, tu te dis: «Ah putain, mmh, incroyable». Mais en vrai, peu importe ce qu'il te dit, peu importe que ce soit incroyable, si tu arrives pas, toi, à les mettre dans le monde concret mmh, et tu arrives pas à avoir des changements, en vrai de vrai, tu as rien fait. Tu vois? C'est pour ça et il y en a plein, bon là, c'est un peu des voilà, si tu te reconnais le mec enfin si là, je parle à quelqu'un qui regarde. Évidemment, si jamais tu fais ça, c'est que potentiellement tu débutes et c'est OK. Mais en fait, peu importe ce que tu apprends, quoi qu'il arrive, c'est qu'est-ce que tu fais, en fait? Et donc moi, mon combat, c'est vraiment genre, vu que des fois, c'est un peu touchy, tu vois? On est dans le monde du business en ligne et cetera. Quand tu parles de niveau de conscience, les mecs, des fois, ils peuvent te dire en mode: «Ouais, tu vois, il part loin». Alors quand concrètement, c'est très concret et c'est très, c'est très vérifiable et cetera. Donc à chaque fois, je fais attention à toujours faire en sorte que la personne en face se dise: «OK, comment je peux l'appliquer dans la vie?» tu vois? Comment je peux avoir des changements? mmh. Non, c'est clair et d'ailleurs, c'est, Chris Williamson qui sortait une citation sur, Doing the Thing. Tu sais, genre, il expliquait qu'en gros, se préparer à faire la chose, c'est pas faire la chose. Hem, Planifier du temps pour, préparer la chose, c'est pas faire la chose. Faire une to-do list, c'est pas faire la chose. Envoyer des messages à tes amis, écrire un script banger pour ce que tu vas faire. En fait, genre tout préparer ou tout penser ou, tu sais, lire une vidéo de motivation avant de commencer et cetera, hem, lire un essai, peu importe. En fait, c'est pas faire concrètement la chose et donc tant que tu vois, ce changement de lecture et ce niveau de conscience-là, il n'est pas appliqué dans le réel, ça n'a aucun intérêt et finalement, c'est la seule chose qui représente faire la chose, c'est faire la chose et il y a rien d'autre, en fait. Ouais, Et c'est exactement. Brian Pardo qui m'en parlait parce que justement, on parlait de l'intelligence et il me disait: «Foncièrement, je pense que je suis pas intelligent». Brian Parley, c'est quelqu'un pour si jamais tu connais pas, quelqu'un qui vit à Bali aussi. Là, il est parti un peu, il fait d'autres projets et c'est quelqu'un qui a vraiment énormément développé son business de coaching en ligne. Il est à peu près à 30 000 à 40 000 € de bénéf purs par mois, et il envoie des publicités de partout et en fait, il me disait: «Quand je me suis lancé, j'étais idiot. Vraiment, je comprenais rien à ce que je faisais, mais vu qu'il a testé, testé, testé et donc fait des choses dans le réel, quitte à un peu perdre de l'argent, quitte à voilà, en fait, ça lui a donné tellement de feedback que du coup, il a pu agir de manière plus pertinente, tu vois? Et en fait, ces feedbacks-là ont augmenté son niveau de conscience, son niveau de connaissance et lui ont permis du coup d'obtenir plus de choses et de concrètement appliquer des nouveaux concepts et d'augmenter son niveau de conscience. Et ce que je trouve intéressant, c'est que au delà de ce dont tu me parles, c'est-à-dire, je change de niveau de conscience, de niveau de lecture, heu, cette évolution-là, non seulement elle est perpétuelle, mais elle est nourrie par l'application dans le réel, tu vois? Genre, une fois que j'ai changé une première fois de niveau de conscience, j'applique concrètement ce que j'ai appris et ce que j'ai appris va me donner enfin, ce que j'ai fait va me donner une forme de feedback du réel et va me permettre de rechanger encore de niveau de conscience et du coup de step up perpétuellement, tu vois? Et je pense que c'est aussi ça, qu'il faut dire. Si tu vois, tu parlais de philosophie tout à l'heure, tous les philosophes appliquaient ce qu'ils disaient. Je pense à Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était un empereur, donc tous les jours, en fait, il vivait la vie d'un empereur et ce qu'il rédige dans, Penser pour moi-même,
c'est sa vie en tant qu'empereur, donc ce qu'il faisait au quotidien. De la même manière que Socrate, quand il parle d'herméneutique, c'est quelque chose qu'il a appliqué sur tous ses élèves. Je crois d'ailleurs qu'un de ses élèves, c'était Alexandre le Grand, il me semble. Donc, tu vois, il a un peu appris ça, il a un peu de légitimité pour en parler et c'est pas juste, une idée, tu vois? C'est une manière d'agir qui a été théorisée après. Ce que je trouve, hyper intéressant. Mais du coup, voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ce que tu faisais. Hem, Aujourd'hui, une fois que tu as enfin là, maintenant, aujourd'hui, tu as un business de mentorat qui fonctionne déjà très bien, et tu es d'ailleurs parti à Bali, pour, networker, pour voyager parce que ça fait aussi partie de tes visions. Ouais, Comment est-ce là, que tu voyages? je rentre dans 3 semaines, là. Tu rentres où du coup, en France? Là, je vais au Japon. Je vais au Au Japon? Japon, 2-3 semaines, ouais. OK, OK, OK. Donc tu voyages régulièrement quand même? Ouais. OK, OK, OK. C'est quoi la vision de l'avenir pour Raphaël? C'est, continuer de voyager perpétuellement? Il se pose quelque part? Alors, moi, j'étais là en mode: «OK, je vais m'expat», tu vois? OK. Classique. Mais au final, je me dis: si je m'expate, déjà, c'est sûr que c'est en Europe». En fait, je me suis vraiment posé la question, tu vois? Je me suis dit: «OK, est-ce que je préfère économiser, 30-40 de taxes et du coup, je vois pas ma famille, ou alors je préfère voir ma famille de ouf et genre nique sa mère», tu vois? Bon, je pense que vivre en Europe, du coup, il y a quand même pas mal de pays, intéressants, c'est le bon compromis, tu vois? Mmh. Et au-delà de ça, même dans la vie, moi, je pense que ça me ferait kiffer. Donc là, moi, le long terme, pour moi, en gros, là, c'est sur fin 2026, je vais juste, faire un peu de repérage, Mmh mh. voir les pays qui me font kiffer et cetera. Comme ça, boum, résidence fiscale, et à partir de là, non, moi, c'est continuer de voyager, moi, faire beaucoup plus de physique. Même à Bali, là, j'ai des clients qui m'ont rejoint. Enfin, en fait, l'impact, ça n'a rien à voir. Donc du coup, moi, j'aimerais bien, voilà, enfin, je vais en faire des séminaires et cetera, vraiment beaucoup plus bouger, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien aussi, plus je vends cher, plus du coup j'ai des clients avancés, et du coup plus moi je peux me déplacer et prendre du temps aussi pour eux, tu vois? Donc Mmh. au final je vais faire beaucoup plus de physique, séminaire, masterclass, tout ça. Hem, Si tu vois encore plus loin, moi ce que j'adore faire, et tu sais, de la même manière, encore une fois, l'alchimiste qui apprend des choses, moi ce qui est bien, c'est que j'apprends de plein de choses. C'est-à-dire que je vais par exemple voyager, je vais me paumer dans un truc, un village chelou, peu importe, je vais apprendre des choses, tu vois? Et en fait, pour t'expliquer, moi j'adore, je fais des documentaires. Genre c'est ma passion, tu vois? Je kiffe ça, et donc sur les cultures, sur l'humain, et du coup ça tourne beaucoup autour du bonheur, en fait. Tu vois? Donc je vais dans des endroits un peu, pas communs, et juste, je suis en mode, je vis avec eux, j'essaie juste de capter les trucs un peu universels, tu vois? Qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils sont là et tout, leur manière de vivre, leur manière de penser, et j'essaie de filmer ça, tu vois? Et donc potentiellement, si je te parle, voilà, dans 5, je sais pas, 5 ans peut-être. Genre, évidemment, j'aurais full business, genre j'impacterais énormément de monde. Je serais vraiment grosse figure d'autorité dans ce que je fais, tu vois? Genre des masterclass de fou, des séminaires de fou et cetera, et en parallèle de ça aussi, genre, du coup, mes documentaires, tu vois? Je kiffe trop faire ça. OK, Parce que j'apprends plein de choses et ça me sert aussi dans mon business, hein. Ça me carrément. sert vraiment dans mon business, tu vois? De rencontrer les gens et cetera. Est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit? Au-delà de te servir, est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit? Je sais que moi, c'est par exemple, tu vois, typiquement avoir une discussion comme celle-là et c'est pour ça que je choisis de faire des podcasts, ça me nourrit. Genre là, ma journée, elle va être refaite, tu vois? Juste de parler de sujets profonds comme ça, j'ai des idées pour toute la journée et même de manière générale, j'ai de l'énergie pour toute la journée. Est-ce Ouais. que toi, ces documentaires et même l'humain et je pense que c'est aussi pour ça que je t'ai invité, hem, est-ce que l'humain, heu, c'est une source d'énergie pour toi? Il y a des gens pour qui c'est énergivore, genre ils sortent un podcast comme celui-là, ils vont dormir, tu vois? Vraiment ça les a bouffés et d'autres qui au contraire, c'est un booster. Toi, tu te positionnerais comment sur justement cet aspect humain, cet aspect relation? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Bah, ouais, bah, c'est super intéressant comme question parce que pour moi, du coup, je te réponds, ça me booste, hein. C'est de l'énergie pure, Ouais, tu c'est vois? ça. Par contre, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que moi, quand j'ai créé mon mentorat, c'était plus en mode: «Cool, je vais faire, une autre source de revenus, Mmh. normal». Et en fait, c'était en décembre 2024, j'ai un de mes clients, justement, il m'a dit, une phrase comme,
«Putain, trop bien là, je vais pouvoir faire plaisir à ma famille à Noël, je vais pouvoir offrir des vrais cadeaux», tu vois? Et en fait, je me souviens, j'étais en mode: «Ah putain, ah ouais, en fait, c'est pour ça que je fais les choses», genre vraiment. Et je pense que quoi qu'il arrive, surtout, bah, dans n'importe quel business, mais surtout quand tu fais du coaching, tu les gens, si tu es là que pour l'oseille, ça veut pas forcément dire que tu vas pas aider les gens. Tu peux être là que pour l'oseille et aider vraiment les gens, mais en fait, il y a forcément un plafond que tu vas te manger. Si ton but, c'est de faire 20K et tu fais 20K par mois, et bah, du coup, tu veux pas faire plus, mais pas en mode: «Je veux faire plus d'argent». Si tu veux pas aider plus de personnes, tu veux pas impacter plus, tu veux pas voilà. Ça veut dire qu'en fait, depuis le début, tu faisais juste pour toi, tu vois? C'est-à-dire Ouais. que, oui, au début, tu as forcément, tu vois, le 1er palier de l'argent, mais en vrai, les mecs qui font 300, 400, 500 000 € par mois, c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort, tu vois? Mmh. Et donc il y a un peu une mission de vie et cetera. Et moi, honnêtement, je me sens heureux de résoudre des problèmes. Genre, tu vois, c'est con, mais au-delà des résultats, au-delà des témoignages et cetera, juste le fait de, tu vois, les gens, ils te disent profondément merci, quoi, tu vois? Mmh. Et ça, en tant qu'humain, c'est une émotion, tu vois? C'est quelque chose qui, tu vois, tu te sens bien, tu vois? Et donc moi, c'est plus ça qui me nourrit. Évidemment que je veux faire énormément d'argent, tu vois? Mais je sais que ça va être c'est un résultat, c'est une conséquence de fait d'aider énormément de personnes. Et donc vraiment, voilà, c'est ce truc-là, tu vois? Genre, régler des problèmes, aider du monde. Moi, ça me fait kiffer, tu vois? L'humain, genre vraiment l'humain. Alors, j'ai peut-être un insight qui est faux, mais je pense pas. De quoi? C'est que au-delà de, tu sais, de la présence humaine qui te donne de l'énergie, est-ce que c'est pas aussi une forme d'empathie de tu sais, tu me parlais de d'aimer résoudre des problèmes pour les autres, hem et tu sais, quand je te disais que les autres te donnaient de l'énergie, ça peut être juste une discussion. Moi, c'est le cas, tu vois? Juste discuter, ça me donne beaucoup d'énergie, parce que j'aime ça, j'aime le débat intellectuel, j'aime nourrir mon esprit de l'esprit des autres. Hem, toi, il y a ce dans ce que tu me dis, il y a une j'ai une sensation de c'est pas juste ce qu'ils me disent, mais ce qu'ils obtiennent par mon action, auprès d'eux. Hem, c'est le fait d'aider les autres. C'est pas juste d'être avec les autres, c'est d'aider les autres. Est-ce que cet élément-là, cette empathie qu'il peut y avoir, c'est quelque chose d'important pour toi aussi? En plus de juste la présence d'autres êtres humains. Tu vois, tu pourrais avoir un business de e-commerce et du coup travailler avec aucun humain. Là, tu bosses avec des humains, mais non seulement tu travailles avec des humains, mais tu les aides au quotidien. Est-ce que cette valeur-là de l'aide et de l'empathie de «je change des vies», c'est quelque chose d'important aussi pour toi? Ouais, bah, oui, ça c'est important. Après, c'est pas quelque chose de malsain. Mmh, Tu vois? Parce que souvent, il y en a plein, voilà, ils se mettent la pression et c'est une bonne pression. C'est heureusement que tu te mets la pression parce que ça sous-entend que tu veux faire, des putains de résultats clients et que tu veux mmh, vraiment que ton business fonctionne. Donc évidemment que cette pression, faut qu'elle soit là. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est de faire son max, tu vois? mmh, Donc moi, tu vois, tu l'as très bien dit, genre, le fait d'avoir une discussion, des fois, moi, genre, je fais des coachings, one one, par exemple, avec des élèves, où genre, concrètement, on ne on parle juste de ce qu'ils pensent ou de leur blocage et cetera. Donc techniquement, c'est une discussion, tu vois? Mais en réalité, tu vas aider la personne aussi parce que des fois, tu vois, on en parlait aussi des questions. Le fait de bien poser des questions, la personne trouve la réponse toute seule et bam, tu vois? mmh. Donc non, quand même, moi, j'ai envie d'aider. Donc là, encore une fois, si je te parle client, bon, ils m'ont payé, donc j'ai quand même quelque chose, je leur dois quelque chose, donc voilà. Mais si je te parle dans la vie de tous les jours, hem, bah, non, c'est cool, tu vois, de pouvoir donner son l'énergie parce que aussi les gens le renvoient aussi, tu vois? On est tous là par intérêt, hein. Ta meuf, tu es là parce que, bah, elle t'apporte du bonheur et cetera, tu vois? Elle est avec toi parce que voilà, peu importe. On est tous là par intérêt, c'est OK. Mais tu vois, même j'ai souvent cet exemple-là. Tu vois, quand je sais pas si je t'en avais parlé. Genre, tu vois, quand tu donnes 2 € à un SDF, Mmh. en fait, tu le fais pour toi. Tu le fais parce que quand en donnant 2 €, tu dis: «Je suis une bonne personne», tu Mmh. vois? On est tous là par intérêt et donc concrètement, oui, des fois, moi, mon intérêt, en aidant une personne, au-delà de pouvoir l'aider, c'est de me dire: «Ah, je suis une bonne personne. Mmh. Ah, Raphaël, aujourd'hui, tu as eu de l'impact», tu vois? Tu vois, c'est aussi ce truc-là. Il y a eu une étude là-dessus, je sais plus, de qui.
mais qui expliquait qu'en fait, tu as une proportion de la population qui fait des choses sans intérêt, genre vraiment, qui sont foncièrement et profondément, altruistes, mais c'est, de l'ordre de 0,00001% des gens qui foncièrement ne font rien par intérêt. Genre, par exemple, s'ils donnent une pièce de 2 € à un SDF, ils vont juste donner une pièce de 2 € à un SDF. Mais c'est une proportion tellement infime de la société qu'en fait, faut même pas considérer qu'on est dedans parce qu'effectivement, comme tu le dis, on fait tout par intérêt. Hem, mais en même temps, il y a autre chose que tu m'as dit et ça me fait rebondir là-dessus. Tu me disais que tu apprenais de tout et ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, tu m'en parlais, tu allais dans un village et cetera et tu en fait, tu as appris des choses là-bas. Heu et qu'en fait, finalement, l'apprentissage serait pas toujours intentionnel. Hem, mais c'est plutôt la capacité à lire un apprentissage dans quelque chose que tu vis au quotidien et du coup, ce que je trouve hyper, intéressant, c'est que finalement, avant de vouloir apprendre, tu es juste parti quelque part. Tu as juste fait une action et tu en as appris quelque chose, pas parce que tu voulais en apprendre quelque chose, mais parce que juste, bah, il y a eu un apprentissage qui est arrivé et tu as su le lire, tu as juste su prendre du recul et le voir et je vais le retranscrire à l'entrepreneuriat. C'est Baptiste Noël que j'ai eu en podcast il y a quelques semaines qui me disait ça. Il me disait, en gros, lui, il se voyait comme un personnage dans un jeu vidéo avec un certain niveau et à chaque fois qu'il est dans une situation un petit peu trop confortable dans sa vie, c'est sa citation, c'est, «Je choisis, volontairement de faire quelque chose de complètement stupide pour que mon personnage, il en apprenne un max et que du coup, il monte de niveau», tu vois? Et du coup, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en fait, avant de décider de faire un truc qui est hyper réfléchi, qui est, hyper intelligent, qui est hyper construit, qui est hyper solide, hem, en fait, il va suivre son instinct. Il va partir évidemment d'une base qui est relativement logique, mais il va d'abord faire un truc et il va en apprendre quelque chose ensuite. Mais il va pas faire la chose en mode: «Je veux en apprendre quelque chose», mais juste faire la chose parce qu'il sent qu'il doit faire la chose, tu vois? Et je trouve ça intéressant. Je sais pas si toi tu fonctionnes beaucoup à l'instinct, sur ce genre de choses quand tu tentes des choses ou si au contraire tu réfléchis beaucoup avant de faire les choses? Comment est-ce que toi tu fonctionnes quand tu par exemple sur ce nouveau projet ou sur les prochains ou sur tes documentaires, est-ce que tu fonctionnes à l'instinct? Est-ce que tu es très connecté à ça et ça t'aide et ça te sert? Ou est-ce qu'au contraire, tu es quelqu'un de très réfléchi quant à lui? En fait, c'est les 2 parce que genre, je suis pas non plus un imbécile qui teste des choses et voilà. Mmh mh. Mais par contre, dès que j'ai une V1, je l'envoie. Genre, Mmh. peu importe. Et ça, c'est quelque chose aussi, genre vraiment, parce que je pense que c'est la base. En fait, tu vois, c'est comme, tu vois, alors, par exemple, à un moment donné, j'ai discuté avec un mec, je dis: «Ouais, tu travailles sur quoi?» Il me fait: «Ah, je travaille sur mon positionnement». OK, ça fait combien de temps? 3 mois. Tu vois? Et en fait, Waouh! ça le problème, c'est qu'en fait, oui, il faut que tu arrives avec une V1, Mmh. donc cette V1, faut la préparer, mais dès que tu as une V1, faut la confronter au marché. Mmh. Et quoi qu'il arrive, sinon tu es dans l'illusion. Tu vois? Tu dans et tu vois, par exemple, pour reprendre l'exemple, je sais pas, de créer une bonne offre, la V1 de ton offre, par exemple. Une bonne offre devient bonne en ayant des clients dedans. C'est pas, tu crées une bonne offre et du coup tu as des clients, c'est l'inverse, tu vois? Bien. Et donc, du coup, cette faculté à bon, déjà, moi, c'est très instinctif. Pour le coup, je sais qu'il y a d'autres qui doivent travailler là-dessus. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre. J'envoie, on teste, ça marche pas, OK, let's go. Enfin, tu vois, genre vraiment. Mais c'est quand même donc cette faculté à quel moment savoir que tu as une V1? Parce que évidemment, si jamais tu as rien et juste tu vends quelque chose et tu as rien, enfin, tu vois? Pour reprendre l'exemple de l'offre, faut pas abuser non plus, tu vois? Mais bon, envoyer. Et du coup, il y a aussi ce truc-là où tu dois switcher un peu ton cerveau, que ce soit dans le business ou même dans le pro, hein, tester des choses et cetera, enfin dans le perso pardon, c'est se détacher en fait du regard, des gens. Et par exemple, tu vois, pour expliquer ce que je dis, imaginons encore une fois, je reprends l'exemple du timide. Lui, il est timide, il veut s'améliorer en parlant avec les femmes. Tu sais, au bout d'un moment, on va croire que je suis coach en séduction, mais pas du tout. Mais le timide, bon, son but lui, c'est par exemple, de choper le numéro d'une fille. Mais du coup, s'il vise l'étape finale, il va jamais y arriver. C'est trop loin pour lui. Et donc en fait, c'est quoi les sous-étapes, les petites marches en fait, qui te permettraient sans t'en rendre compte d'y aller? Et ben, au début, c'est par exemple juste de parler à une fille. Tu vois? Même s'il va bégayer à la mort, si il fait comme ça, et il part en courant ou peu importe, c'est nul, tu vois? Mais déjà, il a fait une petite marche. Il a fait l'étape numéro 1. Et donc en fait, tu vois, c'est encore une fois, c'est de la logique. À quel moment tu sors? À quel moment aussi, tu vois, par exemple, j'ai discuté avec un ami là, entrepreneur qui me dit: «Mec, j'ai l'impression, j'ai envie de changer de business». Tu sais, souvent on dit tout le temps: «Ouais, mais faut continuer, faut continuer, faut continuer».
Mais aussi des fois juste de changer parce que ça ne marche pas, Mmh, c'est aussi une capacité, tu vois? On dit tout le temps: «Ouais, faut pas abandonner». Ouais, mais aussi savoir, tu vois, quand ça fonctionne pas et changer de truc. Bref, mmh, du coup, ouais, tester rapidement, envoyer une V1, avoir du feedback, te confronter à la réalité, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, tu vois? carrément, carrément. Alors ça me fait venir plein de sujets. Le premier, c'est, tu vois, tu parlais de l'étape, le fait de se pencher toujours sur la première étape. Il y a beaucoup de gens et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, ou même qui te suivent ou qui me suivent, hem, qui se comparent perpétuellement à, tu sais, à des, pas à nous, hein, mais à beaucoup plus gros, à des gens qui sont développés depuis 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, qui vont se dire: «Je vais faire le même niveau de qualité, je vais avoir le même niveau de conscience, je vais, créer des contenus qui seront aussi léchés, aussi beaux, je vais avoir les mêmes équipes tout de suite» et cetera. Et tu vois, ça me fait rebondir sur un sujet que j'ai noté tout à l'heure, où tu me disais: «Je suis plutôt vieux pour, ce changement de», tu sais, genre, je crois que le switch que tu as fait pour entreprendre, il est à 21 ans. Et j'aimerais juste sortir une perspective, hem, parce que je pense qu'il y a un vrai biais actuel sur la réussite et l'âge. Il faut bien se rendre compte que les personnes que l'on voit aujourd'hui réussir, être successful extrêmement jeunes, 21, 22, 23 ans, c'est des unicorns, c'est vraiment genre des micros pourcentages des gens qui se lancent, et 98-99 des gens ne sont pas ça. Pas du tout. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas vivre de ce qu'on lance, rapidement, qu'on peut pas avoir un niveau de vie qui est agréable à 24, 25 ans, pas du tout. Mais ce que ça veut dire, c'est que se comparer à ces personnes-là, c'est un extrêmement piégeux parce que du coup, bah, tu culpabilises perpétuellement de pas être à leur niveau. Tu te dis tout le temps: «Je suis en retard». Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup, beaucoup entendue, je sais pas si c'est ton cas, mais tu as vraiment ce sentiment-là d'être en retard, et je pense que c'est hyper malsain. Et au-delà de ça, faut aussi se rendre compte qu'il y en a qui ont commencé extrêmement jeunes. Tu vois, dans le monde, entrepreneurial, anglophone, Ayman Gadzhi, on a l'impression qu'il a réussi jeune. En fait, il a commencé véritablement à faire du business et à se lancer à 14 ans. C'était un nerd qui avait pas de vie sociale, qui lisait 2 livres par semaine, qui s'est vlogué dès cet âge-là, et tu vois tous ses vlogs depuis ses 14 ans, et qui a réussi véritablement à ses 19, 20 ans. Donc en fait, de ses 14 à 20 ans, ça fait quand même 6 ans. 6 ans où il a charbonné, tu vois? Évidemment, il a eu des premières réussites, mais ce que je veux dire, c'est que, hem, les grandes choses, qu'on le veuille ou pas, prennent du temps, tu vois? Évidemment que tu peux commencer à développer des skills et avoir un 1er niveau de succès, mais, en fait, si tu regardes bien, à peu près tout met du temps, tu vois? Et je pense que ça nécessite aussi d'accepter ça, et tu regardes toutes les plus grosses success stories, tu en as énormément, et je pense que c'est important de dire que, tu as le droit d'avoir du temps dans le résultat. Je pense à des mecs, même dans le cinéma, je pense que ça va te parler. Denzel Washington, il était, éboueur quand il était jeune, pendant ses 5, 6 premières années. Stallone, il était SDF jusqu'à ses 27 ans, je crois. Enfin, tu vois, tu as plein. Même Anthony Bourbon dans l'entrepreneuriat français a été SDF pendant un petit temps. Hem Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est hyper important de remettre du cadre dans, le fait que le résultat, c'était pas obligé que tu sois hyper successful à 21 ans, tu vois? Ça, c'est, je trouve en tout cas que ça a un côté malsain, non pas parce que c'est pas un bel objectif, au contraire, et si tu l'atteins, c'est génial, mais que si tu l'atteins pas, hem le problème n'est pas le résultat, le problème c'est l'action. Si tu attends, 27 ans pour te bouger les fesses, on est d'accord, tu vois qu'il y a un problème. Mais je pense que se focaliser sur: «J'ai pas de résultat à 21 ans», c'est grave, c'est beaucoup plus problématique, là où, en gros, il y a une citation que j'aime bien, qui est de dire: «Sois impatient dans l'action et patient dans le résultat», tu vois? Et je pense qu'il y a un, en tout cas moi c'est mon avis et je suis curieux d'avoir le tien, sur cette idée du sentiment perpétuel d'être en retard et de la culpabilité de pas obtenir le résultat que d'autres ont, hem, que je trouve personnellement un peu malsain, parce que du coup on se compare perpétuellement aux autres et on n'obtient jamais vraiment ce que nous on veut. Tu me parlais de bonheur. Je sais pas si ça rend vraiment heureux de vouloir les objectifs, enfin, de vouloir les résultats des autres, alors qu'on n'est pas forcément encore, suffisamment évolué et qu'on comprend suffisamment ce qu'on fait pour les avoir. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, parce que du coup, là, il y a plein de sujets là. Ouais, 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 je sais. Hem, ouais, bah, du déjà, la base, c'est quoi? C'est que l'entrepreneuriat, c'est dur. Mmh, Donc, genre, oui, il faut pas se comparer et tout, mais déjà, de base, tu mets les pieds dans un truc, voilà, tu vois? Déjà, de base, c'est dur.
Donc voilà, moi je vais pas dire c'est facile, c'est compliqué. Maintenant, par rapport à ce truc-là de se comparer et tout, je pense qu'encore une fois, c'est la même logique, tu vois, la courbe qui monte et qui descend. C'est-à-dire que c'est bien de se comparer. Ça va te motiver, ça va te mettre, tu vois, ça va te rendre discipliné, tu vas avoir des exemples, et cetera. Mais il y a un point de rupture où ça devient contre-productif, où justement, ça va plus te blaser, ça va plus te démotiver, tu vas plus perdre confiance en toi parce que tu vois des mecs de 16 ans qui font des millions. Donc en fait, encore une fois, cette courbe qui monte et qui descend, c'est partout pareil, hein. Elle s'applique partout. C'est comprends ce point de rupture. Et donc, évidemment qu'il faut se comparer, moi je pense. Tu Mmh. vois? Mais dans le tu vois, de la même manière que, être là par intérêt, c'est bon, c'est pas mauvais. Bah, se comparer, c'est pas mauvais. Ça dépend comment toi que tu l'interprètes. Moi, des fois, ça me je suis là en mode: «Putain, ça» tu vois, c'est des exemples et ça, bref. Et d'ailleurs, au passage, chaque chose que tu admires chez une personne, par définition, ça veut dire que tu l'as en toi. Sinon, tu Mmh. tu ne la verrais même pas, tu vois? Donc il y a vraiment cette courbe qui monte et qui descend et je reprends un exemple, tu vois? Au-delà de se comparer, c'est aussi important de se rendre compte de sa situation. C'est-à-dire que moi, par exemple, je discutais avec un pote à Bali. Le mec, il est entrepreneur, il est à Bali. Donc, en soi, il est quand même si on prend les gens de notre âge, on est dans le top 2, top 1 j'en sais rien, tu vois? Mais il était là en mode: «Putain, je galère, nin nin». Il était vraiment donc la tête dans le guidon, tu vois, zoomé. Moi, je lui ai dit: «Écoute», parce que là, je voyais justement qu'il était de l'autre côté, ça devenait contre-productif pour lui. Donc je lui ai juste dit, à ce moment-là, c'était logique de lui dire: «Écoute frérot, oui, OK. Mais juste, frérot, il y a combien de mecs qui ont leur business, qui gagnent de l'argent, qui sont à Bali, qui voilà, qui ont une shape de ouf ou peu importe. Je commence à le tu dans le top combien là? Des mecs de ton âge? Je sais pas, 1. Je fais: «OK, OK, vas-y, maintenant continue. Vas-y, dis-moi ce que tu voulais me dire». Tu vois? Et en fait, on recadre parce que là, il était dans son truc en mode et c'est bien des fois d'être tu vois? Moi, j'ai des vidéos de moi, il y a 3 ans où je suis là en mode: «Putain, je regarde des podcasts, je regarde des mecs, oui, on est pareil, mais putain, c'est quand que je deviens pareil? Ça me casse les couilles», tu vois? C'est bien de s'énerver aussi, tu vois? Donc pour résumer, pour finir, peu importe ce que tu penses dans ta tête là, je parle au mec qui regarde le podcast. La seule condition, c'est de pas arrêter, d'être durable. Donc, si jamais tu sens que tu vas trop loin, tu es trop exigeant, et cetera, et tu sens que tu vas casser la corde, Mmh. redescends, redescends, tu vois? Parce qu'on s'en fout, au final, c'est vraiment un marathon, et même, tu vois, là, moi, j'ai 26 ans, genre, mec, dans 5 ans, genre, je suis sur une autre sphère, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, et donc on Je s'en pense fout, en qu'il fait. y a tu sais, on dit souvent cette phrase un peu, tu l'as presque sortie, mais tu t'es retenu. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Pour le rendre plus conceptuel et plus concret, il y a le concept d'effet cumulé. Je pense que ça te parle. C'est un peu la même chose, c'est un peu la même métaphore, sauf que l'effet cumulé est beaucoup plus, concret. En gros, pour l'expliquer un petit peu, je pense que c'est un sujet qui te parle. L'effet cumulé, c'est que tu cumules en fait de l'expérience, de la récupération de feedback et de l'amélioration de ce que tu fais et donc de manière assez naturelle, tu pars d'un point où tu es débutant, on peut même parler de nul ou en tout cas, tu as un niveau de compétence qui est à 0 ou à -1000 si tu vraiment tu éclaté, ce qui est possible, hein. Moi, ça m'est arrivé d'être vraiment nul dans plein de domaines. Heu à je suis moins nul et puis je suis encore moins nul et puis je suis encore moins nul et en fait, au bout d'un moment, par rapport au niveau de base des gens et tu vois, tu m'en parlais justement de ton pote, bah, en fait, tu es à un niveau qui est exceptionnel, tu vois? Mais toi, tu es parti de juste je m'améliore, je pars de mon niveau et je en fait, j'améliore mon niveau et des fois, ça met du temps parce qu'on est moins talentueux, on a moins, un talent naturel à apprendre sur tel ou tel sujet, et du coup, potentiellement, ça mettra du temps et ce que tu viens de dire est très vrai, c'est que je pense que c'est hyper important de créer pas juste, une activité ou de se lancer dans quelque chose, mais c'est juste créer un système perso qui est durable. Typiquement, si c'est un système qui t'épuise en 3 mois, ton système est pas bon, quoi, clairement. Parce que, bah, tu fais pas une carrière ou un business sur 3 mois, tu vois? C'est impossible. Ça n'existe pas. Mais un truc qui est durable, qui fait que au quotidien, le résultat, c'est pas, quelque chose de particulièrement contrôlable. Enfin, il y a une peut-être partie de contrôle, mais il y a une partie aussi et tout le monde en parle, une partie soit de chance, soit de hasard, d'opportunités qui viennent ou pas à tel ou tel moment. Par contre, tu peux perpétuellement être prêt à récupérer de l'opportunité, ça on est d'accord. Mais, mais voilà, ce que j'en pense globalement, c'est effectivement que c'est intéressant comme idée de durabilité. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc, parce que là, potentiellement, ce genre de sujet, par définition, ça touche des personnes qui débutent. Mmh.
Donc je vais quand même rajouter un truc, c'est que la condition, donc on va dire la première année, les 2 premières années, souvent ce qui fait aussi abandonner, c'est qu'on pense que ça va être ça tout le temps, Mmh. tu vois? Et on va tout le temps être en galère et cetera. Non, en réalité, c'est juste le début. Genre, c'est juste le démarrage, tu vois? Genre tu mets les gaz à fond, vouh et après une fois que tu vas Mmh. Je sais pas non, si non, mais je suis attends, d'accord avec ça. je sais où tu vas m'emmener. Juste je finis du coup. Je sais exactement ce que tu veux dire. Évidemment que proportionnellement, tu doutes tout le temps. Tu as toujours des galères. Un entrepreneur, par définition, proportionnellement, tu vas avoir des problèmes encore plus gros plus tard. Mais Mmh. toi, tu vas être beaucoup plus fort. Et au-delà de ça, tu vas avoir de la data sur le fait de régler des problèmes. Parce que même si chaque problème est nouveau, la première fois que tu doutes, tu es forcément plus mauvais que la deuxième fois, par définition, Mmh. même si le problème est plus dur. Donc c'est juste ça que je disais. Évidemment que l'entrepreneuriat, c'est la jungle, mais tu te connais, tu as de la data. Tu sais quand par exemple, moi, je sais quand est-ce que je dois freiner un peu. Des fois, je m'enferme, je travaille comme un ch vraiment, je suis matrixé, genre je suis en transe, tu vois? Je travaille tout le temps, je mange, moi je mais je me connais, tu vois? Parce que j'ai déjà eu des moments où j'ai pété un crâne, enfin pété un plomb ou peu importe. Tu vois? Genre, tu as de la data, c'est juste ça que je voulais dire. Non, non, mais carrément et en vrai, en fait, ce que j'allais ajouter, c'est qu'au-delà de ça, tu vois, quand tu regardes des personnes, on en parlait de se comparer à des gros poissons, des personnes qui ont vraiment déjà développé énormément leur activité. Je crois que c'est Eman Ghazi qui le disait. Alors on est complè d'ailleurs, j'ai pas répondu à ça, mais je suis complètement d'accord avec toi sur, l'utilité de se comparer et le point de rupture où d'un moment, en fait, c'est contre-productif. Mais c'est Eman Ghazi qui disait, qu'en réalité, la et non, c'est même Elon Musk qui le disait d'ailleurs. La plupart des gens ne comprennent pas et ne voudraient pas de la vie qu'il a. C'est-à-dire qu'en fait, si tout le monde rêve d'être ultra riche, d'être multimillionnaire, voire multimilliardaire, honnêtement, moi personnellement, je ne rêve pas d'être multimilliardaire, je te le dis. Parce que c'est un niveau de stress, un niveau de gestion de problèmes que je pense personnellement, non pas que je serais pas capable d'avoir un jour, mais dont je ne veux pas. Je veux pas de cette compétence-là parce que ça nécessite un niveau de souffrance et un niveau de résilience que je personnellement, j'aurais pas envie de m'imposer et qui me rendra pas heureux, tu vois? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent dans leur tête: «Ah, j'ai envie de construire un empire, j'ai envie d'être au même niveau que telle ou telle personne». En réalité, non, tu vois? Et foncièrement, si déjà, dans ton quotidien, c'est déjà extrêmement difficile de gérer un petit problème, si tu compares ça au niveau de problème que ces personnes-là peuvent avoir, hem, bah, probablement que tu en voudras pas, tu vois, à l'instant T et au-delà de ça, je pense que ce qui est hyper intéressant et important de dire aussi, c'est que le niveau de problème que tu as actuellement, c'est le niveau de problème que tu es capable de gérer. C'est-à-dire que, si t'es pas, multimillionnaire aujourd'hui, c'est parce que tu as encore des difficultés à gérer des problèmes de quelqu'un qui gagne, 5 000 ou 10 000 €, tu vois? Et quand je dis ça, c'est pas une en fait, l'important c'est pas ce que tu gagnes, c'est, le niveau de développement de l'activité que tu peux avoir, tu vois? C'est plutôt ça et je pense que c'est hyper important, et tu vois, tu me parlais de tu sais, quand tu travailles avec des débutants, notamment, bah, le niveau de problème d'un débutant, Heu, c'est pas le même du tout que quelqu'un avec qui tu travailles et qui a déjà un certain niveau d'expérience et je pense d'ailleurs que c'est aussi pour ça que tu t'es peut-être redirigé vers des personnes qui sont déjà un peu plus développées parce que Ouais. du coup le type de problèmes qui sont à gérer sont très différents parce que la maturité face au stress, face au doute, face, à l'imprévu n'a rien à voir, je pense. En tout cas, dis-moi si je me trompe, mais il y a aussi Non, mais ce c'est ça, quoi qu'il arrive, tu vois, moi, par rapport au mentorat, forcément, au début, bah, tu vas accompagner des gens où tu te sens légitime et vu que tu démarres, c'est souvent potentiellement des débutants. Mais oui, très vite, faut changer. mmh, 2-3 mois après, dès que tu as tes premiers résultats. Parce qu'en fait, il y a toujours déjà, de base, quand tu es avec des débutants, forcément, tu fais un peu le babysitter parce que justement, il y a des choses en interne qu'ils ont pas validées. Ça, c'est OK. Mais il y a aussi 2 choses. C'est quand tu vas viser des débutants, pose-toi la question: «Est-ce que tu vises des débutants parce que tu penses, heu, que tu ne peux que aider des gens comme ça?» Et des fois, tu te rends pas compte que tu peux aider des gens bien plus avancés. Parce qu'il y a toujours une différence entre quelles sont les personnes que je peux aider, vraiment, quelles sont les personnes que je suis en capacité d'attirer. Souvent, ça n'a rien à voir. Et toi, le problème, c'est qu'on va se baser on va baser notre avatar client sur les personnes qu'on se croit être en capacité d'attirer. Alors qu'en fait, c'est pas du tout optimisé et il y a des gens bref. Moi, ça m'était déjà arrivé pourquoi je parlais de ça? Hem, mais bref, oui, non, du coup, tout ça pour finir justement sur le fait que, bah, forcément, c'est pour ça aussi que j'avais changé de positionnement un petit peu, enfin, d'avatar client, tu vois? Parce que c'était logique, en fait.
si je voulais évoluer, il fallait que mon avatar client évolue aussi, tu vois? Mmh. Ouais. Non, c'est vrai que pour le coup, pour avoir travaillé et avec des débutants et avec des très gros profils, heu, en fait, ouais, le niveau de problématique est pas le même. Après, il y a peut-être aussi le niveau d'amusement, à la limite, parce que du coup, tu parles pas aussi des mêmes sujets, mais c'est Ouais, pas moins bien ou mieux, mais c'est juste différent. Je pense que donc ça tu vois, c'est dépend. intéressant. C'est grave intéressant parce que, tu vois, par exemple, genre, moi, je suis comme ça, genre, je m'en fous, enfin, tranquille, tu vois? On est normaux. Bref et du coup, à un moment donné, moi, un message de prospection que mon setter, il envoyait, c'était, «Bro, comment tu vas?» tu vois? «Bro, comment tu vas?» Ah Rien ouais. à foutre. Ça book fort, hein, ça book des calls. Les gens, justement, ça change. «Bro, comment tu vas?» Et donc quelques-uns, ils étaient là en mode: «Ouais, comment tu parles, nanana» et ben, moi, de base, j'ai pas envie de parler avec eux. Parce que je suis comme ça. Dire que moi, je passe tellement de temps avec mes clients, genre vraiment, je m'engage, enfin, c'est pas un truc, je t'envoie un PDF et tu te démerdes, tu vois? Faut qu'humainement, ça colle. Mmh. Du coup, c'est pas grave, je filtre comme ça, tu vois? Mais c'est super intéressant, il y avait un truc où moi, je me rendais pas compte à quel point je pouvais aider des gens avancés. Parce que tu vois, je pensais que, bah, non, je peux forcément aider que des gens qui, font moins que moi que ça. Mais en réalité, il y a des gens qui font plus que toi, mais qui ont la problématique que toi tu résous. Tu Mmh. vois? Et donc, par exemple, moi, à un moment donné, genre, j'avais un de mes mentors, c'est un mentor un peu indirect, tu vois? Que là, juste, on s'est rencontrés, il a 50 ans, enfin, bref. Et à un moment donné, bref, je te la fais très courte, il me dit: «Ouais, j'aimerais bien faire du consulting un peu comme toi», parce que lui, il est très fort sur, de la DA, de la direction artistique, des marques, bref. Et moi, je lui avais parlé de mon truc aussi, tu vois? Donc à un moment donné, il me dit: «Ouais, raconte-moi un peu, genre, j'aimerais bien faire ça, consulting». Moi, grosse patate, tu vois? Du coup, zéro pression, c'est pas mon client, je le connais que ça. Je le coach pendant 1 heure et demie, je lui envoie tout et tout. 2 mois après, on a une discussion, il me fait: «Raphaël, faut que je te raconte». Il fait: «Là, j'ai rencontré une fille et tout, genre, je vois, c'est vraiment la cliente que je pourrais vendre mon consulting», tu vois? Moi, je fais: «Ah bon? Incroyable» et du coup, il dit: «Bah, c'est bon, j'ai ma première cliente, pour 3 mois». Je fais: «Quoi?» Il fait: «Ouais, merci Raphaël» et tout. Je fais et je lui dis: «Mais tu l'as vendu combien?» Il me fait: «Bah, 10 000 €. 10 000 € les 3 mois». Mais tu vois, le mec, je veux dire, il a 50 ans, il a une maison à 4 millions. Enfin, c'est un autre truc, tu vois? Mmh. Sauf que lui, tellement qu'il était avancé dans la Ouais. matière, ça c'est allé, mais ça a explosé, tu vois? Mmh. Et donc là, on parlait de changer de niveau de conscience. Tu changes de niveau de conscience soit par l'esprit, soit par la matière. L'esprit, c'est genre tu t'incarnes plus haut, être avant d'avoir, tu vois? Et la matière, c'est justement des choses qui se passent dans ta vie qui font que tu vas te câbler plus haut. Des éléments, tu vois? Des situations. Ça peut être aussi des drames. Tu vois, par exemple, des sorties de zone de confort, où il s'est passé un événement, boum, tu vois? C'est Mmh. la matière, au début, tu étais pas à l'aise et au final, vu que l'esprit l'a rattrapé, bah, c'est devenu ton niveau. Bref, bah, là, le fait que ce mec-là, sans faire exprès finalement, gagne 10K, bah, moi, ça m'a câblé plus haut dans la matière et du coup, plus tard, l'esprit a rattrapé en mode: «Bah, oui, je suis légitime» et donc en fait, tu vois, on parlait de d'avatar client et tout, il y a une vraie différence, il y a un gap énorme de manière générale entre les gens qui ont un business, les personnes qui sont en capacité d'attirer et les vraies personnes, si tout le monde était, OK d'écouter ta solution et que tout le monde te prenait au sérieux, avec lesquelles tu aurais eu le plus de résultats clients. Mmh. Bah, souvent, il y a un gap énorme, tu vois? Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que, du coup, ça fait le lien avec un vrai sujet. Pour le coup, nous, ça nous concerne parce que c'est notre accompagnement, mais heu, c'est que, du coup, le marketing, le branding d'une personne, ce qu'elle dégage, le message qu'elle véhicule, la posture qu'elle a, alors c'est hyper important pour justement avoir un niveau de client qui est beaucoup plus élevé et qui finalement se rapproche de, ton niveau max de compétences et d'aide. Et puis au-delà de ça, l'autre sujet hyper intéressant, c'est que, il y a, comment dire? Un vrai sujet sur l'identité derrière la personne qui a une brand. Et je pense que c'est super intéressant et important, c'est que, tu vois, c'est aussi être capable de se dire: «Oui, je suis capable d'aider ce niveau de personne-là». Et dans ma manière d'attirer ces gens-là, bah, faut juste que j'accepte que je peux les attirer, tu vois? Et dans ta brain, du coup, il y a un vrai sujet. Je pense que c'est hyper intéressant aussi, tu vois? De se dire: «Mon identité en tant que personne qui crée du contenu ou qui se met en avant sur certains réseaux, hem, elle joue directement sur ce que va être ma brain», tu vois? Bah, exactement, ouais, c'est une extension, c'est genre, c'est ta capacité aussi à montrer justement, tu vois, encore une fois, niveau de conscience, à quel point tu arrives à
à montrer, en fait, ton niveau de conscience dans ton marketing pour pouvoir attirer des gens qui se disent: «Waouh, il va m'apprendre des choses». Mmh. Tu vois? Clairement. C'est toujours pareil. Mmh. C'est bah, C'est une question de perception, en fait, hein, clairement, et c'est super intéressant parce que en plus d'ailleurs, je me pose la question, toi, de ton côté, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ta brand? Comment est-ce que tu la visualises? On va peut-être, heu, terminer là-dessus sur cette vision un peu du marketing, du branding. Hem, ouais. comment est-ce que tu vois, toi, de ton côté, ton personal branding? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt authentique? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt, descendant avec, beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de méthodes? Tu me parlais de matière et l'esprit. Comment est-ce que tu te positionnes sur ces un petit peu ces deux sujets? Est-ce que tu essaies de parler des 2 plutôt de l'un que de l'autre? Comment est-ce que tu te positionnes de manière générale, pour créer du Ouais. contenu? Voilà. Bah de manière générale, moi, je parle de tous mes sujets. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pas, enfin, je vais pas m'enfermer sur quelque chose, même si moi, je forme sur l'acquisition. C'est-à-dire que, encore une fois, tu vois, là, je te parle d'esprit et de matière parce qu'on est sur du format podcast. Mmh, Les gens qui vont se poser, ils vont pas être ils sont pas en train de scroller. Donc ils sont dans déjà, c'est intentionnel. Tu vois, tous ces sujets-là, moi, j'en parle pas beaucoup ou en tout cas, j'en parle différemment parce que, déjà, de base, Instagram, tu vois, la plateforme fait que déjà c'est du top of funnel en vrai. Tu vois? mmh, Déjà de enfin entre guillemets. Donc bref. Mais oui, sinon dans ma stratégie, moi j'ai plusieurs choses. Dans les grandes lignes, je fais vraiment 3 axes différents. Donc c'est connexion, crédibilité, valeur. mmh Je fais beaucoup de contenu non documenté pour plusieurs raisons. Ce qui fait que déjà dans la manière de créer du contenu, ça ne rentre pas dans mon emploi du temps. Tu vois? Juste, c'est soit quelqu'un qui me filme, soit je suis en train de faire mes coachings, genre je fais une action et je me filme, mais du coup, je ne suis pas en train de faire l'action de me filmer, donc ça rentre pas dans mon emploi du temps. En plus de ça, je suis dans un état de flow, je suis pas en train de tu vois? Et forcément, le fait de créer du contenu non documenté, ça apporte de la connexion et aujourd'hui, genre vraiment l'aspect connexion, l'aspect genre, je sais pas pourquoi lui je l'aime bien, au-delà d'être fort évidemment, mais c'est ça qui mmh, fait la diff. Donc voilà. mmh. Après, si tu veux, on peut creuser un peu plus, mais ouais, en gros, c'est vraiment crédibilité, connexion, valeur. J'ai 4 types de contenus différents en fonction de ce que mon avatar client aime et en fonction de ce que moi, j'aime faire aussi. Parce que, bah, j'en vois pas mal, enfin, j'en vois, tu vois, quand même un peu de volume. Hem et Mmh. voilà, après sinon tout est délégué et puis voilà. Je regardais un vlog de Daniel Dalen que j'adore. Je sais pas si tu connais ce gars-là, Ouais, bon, et bien sûr, bien sûr. il disait un truc, hyper intéressant, et on je vais en gros, je vais te poser un cadre. Hem, on avait, lors d'un podcast avec mon associé, identifié, enfin en tout cas, mis des mots sur une forme de crise de confiance dans le monde du business en ligne, de l'accompagnement en ligne, du coaching. Il y a vraiment de plus en plus une appréhension à l'idée d'acheter quelque chose en ligne. En tout cas, une éducation d'un marché qui est de plus en plus sophistiqué, qui doit gagner de plus en plus en confiance, et heu, qui a vraiment besoin de savoir à qui il achète, plus que ce qu'il achète en lui-même. Et du coup, ça me fait sortir 2 sujets, du coup. Le premier, c'est la valeur derrière une offre d'accompagnement, de coaching. Avant, j'étais coach sportif, et la vérité, et je sais pas ce que tu en penses, mais c'est que, en fait, je disais, ce que je disais en soi, c'était évident. Mange mieux, cours, fais du sport, Ça hem, sert à rien. plus c'est bidon comme conseil, tu vois? Mais en fait, la vraie valeur qu'il y avait derrière cet accompagnement, ce coaching, c'est le temps que je passe avec cette personne, et moi, en fait, ce que je suis. C'est-à-dire à quel point je vais être direct ou pas dans ma manière de lui parler, à quel point je vais l'écouter, lui poser des questions, lui faire aussi tirer ses propres conclusions, et c'est finalement la valeur dans l'accompagnement, elle est beaucoup plus dans la présence d'un autre être humain, qui te donne des choses qui te sembleraient, évidentes, mais que tu as besoin qu'on te rappelle, tu vois? Parce que finalement, tu sais comment perdre du poids. Si tu prends un coach, c'est parce que tu as besoin de pas être seul dans 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 cette, heu, dans cette démarche, et je pense que c'est un petit peu la même chose dans l'accompagnement, et tu m'en parlais notamment tout à l'heure. C'est que les méthodes un peu clés en main, toutes faites et cetera, en soi, on les a tous, tu vois? Et c'est pour ça qu'on peut aider à peu près tous les niveaux de personnes, peu importe leur niveau de développement. C'est que finalement, la vraie valeur qu'on va apporter à ces gens-là, c'est, une confiance inébranlable dans les savoirs qu'on va leur, transmettre, et un comment dire? Un niveau de connaissance qui est suffisant pour évidemment être pertinent dans ce qu'on dit, mais surtout, c'est vraiment juste à quel point je suis confiant pour te conseiller, te donner un feedback extérieur objectif sur tel ou tel sujet,
Et du coup, ce que tu m'expliques, c'est premièrement ça, c'est qu'en fait, finalement, tu pas une méthode révolutionnaire, juste tu un niveau de connaissance et de compétence qui est suffisant pour aider à peu près tous les niveaux de personnes et qu'après c'est ta personnalité, c'est ce que tu es, c'est ton identité qui est le facteur clé, le facteur valeur le plus important, pas le seul évidemment, mais le plus important dans ce que tu transmets, dans ce que tu offres en termes de délivrabilité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que tu vois autre chose dans ce que tu as? Du coup, enfin, parce que la question, j'ai pas compris exactement. Alors la question c'est, est-ce que tu es d'accord avec cette idée que justement dans l'accompagnement, dans le coaching, c'est principalement surtout la personne qui délivre plus que, l'offre elle-même, tu vois? Et est-ce que Ok. c'est le cas aussi dans ton Ça, accompagnement? ça dépend, c'est ça. Ça dépend ce que tu vends. Mmh mh. Encore une fois, par exemple, un coach sportif, comme tu l'as dit, tout est gratuit. Mmh. Euh, les entraînements, la bouffe, le tracking, voilà. Donc, techniquement, ça n'a pas de valeur, Mmh. tu vois. Donc, ce qui fait de la valeur, forcément, les gens, en réalité, qui achètent un coach sportif, ils achètent de la discipline. Et Mmh. donc, en fait, par exemple, moi, j'en ai plusieurs des coachs sportifs en élève. Moi, je leur dis juste, les gars, il faut qu'on vous aime, vous. Donc là, il y a beaucoup plus de connexions, par exemple, tu vois. Dans un marché où potentiellement les prospects ne sont pas forcément éduqués, boum, on envoie de la valeur. Tu vois, ça dépend. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut se confronter au marché. Après, il y a plein d'outils pour te calibrer dessus. Mais donc oui, la confiance. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui on a besoin de confiance? Parce que tu sais, on parle de cycle, etc. Mais en réalité, tout est corrélé. Tu vois, l'arrivée de ChatGPT, tu vois, de l'IA, forcément, du coup, à ce moment-là, la connaissance a perdu de sa valeur. Mmh. Ok, tu demandes, tu as un expert. Voilà. Et donc, du coup, il y a un marché en parallèle qui est relié, hein, c'est une conséquence, qui est le personal branding. Parce que le personal branding, ça t'aide à générer de la confiance. Parce que l'IA nous a fait perdre confiance. Ok. Et donc, en fait, tu vois, quand je te parlais de pré-shot des cycles, de comprendre les structures, etc. Bon, bah, tu as de l'IA, connaissance, ok, mais du coup, qu'est-ce qui nous manque? La confiance. Et bah, au même moment, personal branding. Tout le monde a commencé à faire ça. Et C'est vrai. donc ouais, faut vraiment comprendre ces sujets-là. Faut comprendre que on est dans un marché où il y a potentiellement de la concurrence. Qu'est-ce qui fait la différence? Oui, faut que tu sois bon, mais je t'aime bien. Humainement, je t'aime bien. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi comprendre quand même la grande différence entre euh, vendre vraiment ce que la personne veut et délivrer ce dont elle a besoin. Encore une fois, par exemple, un coach sportif ou peu importe, oui, il a besoin d'un programme, il a besoin de bien manger, il a besoin de traquer. Mais c'est pas ça qu'il faut lui vendre. Parce qu'il ne veut pas de ça. Il faut lui vendre ce qu'il veut. Et lui, ce qu'il veut, c'est de la transformation, c'est de la confiance en soi, etc., etc. Donc, vendre ce que la personne veut, délivrer ce dont il a besoin, des fois, ça n'a rien à voir. Et la plupart des gens font l'erreur de faire ça. Et tu as raison, les coachs sportifs, bon là, ils commencent à se rendre compte, mais c'est catastrophique. Ils donnent juste de la valeur. Tout ce que tu me dis, je le sais, je peux demander à ChatGPT. Les gens, en vrai, techniquement, ChatGPT, 20 euros par mois pour aller à la salle de sport, tu vois, c'est quoi la valeur en plus? Mmh. Du coup, Mmh. c'est des prises de conscience, c'est beaucoup de psychologie, hein. Beaucoup de psychologie, etc. L'inspiration, c'est la motivation, c'est la volonté aussi de participer à l'évolution de quelqu'un d'autre, Un heu, mouvement, un voilà, c'est mouvement, créer un mouvement, voilà. message. Complètement d'accord. Là, pour le coup, complètement d'accord et d'ailleurs, il y a une phrase, justement, je te parlais de Daniel Dalen, je t'en parlais pour ça. Il disait, hem, en fait, tu élimines toute forme de concurrence en étant authentique parce que personne ne peut être aussi bon que toi au jeu d'être toi-même et c'est hyper vrai. Genre, foncièrement, il y a personne qui peut être mieux toi-même que toi, tu vois? Enfin, c'est logique, parce qu'il y a pas de clone, il y a personne qui est identique à ta personne, on est tous uniques et c'est ce qui fait foncièrement notre première valeur dans le monde et je pense que c'est vraiment ça, c'est prendre conscience que dans un monde, ultra sophistiqué où en plus tu as de l'IA qui arrive, où tu as énormément de pubs avec de l'IA maintenant qui marche, en fait, le dernier élément que tu vas pouvoir garder, comme étant un élément de valeur, on parlait d'intemporel tout à l'heure, quelque chose qui aura de la valeur dans 2000 ans. Typiquement, l'empreinte de ta personne et de l'aspect unique de ce que tu es et qui fait que tu es un être humain à part entière, c'est donc cette personal brand. La personal brand, en fait, c'est juste l'image publique de cet aspect unique de toi.
en soi, c'est le seul truc qui sera intemporel et que tu peux bâtir au quotidien, tu vois. Et je pense que c'est principalement pour ça que euh, avoir une personal brand, c'est intéressant parce que euh, avoir une personal brand juste pour faire du client, c'est bien, mais en fait, au fond, une personal brand, c'est un asset en lui-même, tu vois. C'est pas juste pour telle ou telle offre, c'est ce que tu es. Donc, c'est pas juste une offre, c'est pas juste un business. Et tu peux utiliser une brand pour plein de choses. On le voit avec, je vais te donner un exemple hyper concret parce que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup développé, Iman Ghazi, par exemple. De base, il avait une brand sur de l'agence SMMA. Il a créé une dizaine de formations. Il a des marques de lunettes, il a des marques de boissons. Et en fait, tout ça est relié par cette brand, tu vois. Et je pense que c'est hyper intéressant aussi de se dire que c'est l'opportunité et la possibilité par ce développement-là de lancer à peu près tout ce que tu veux, tu vois, dans l'avenir, et pas juste de te cantonner à j'ai lancé ça et je suis bloqué là-dedans. Au contraire, je trouve que c'est ce qui t'offre le plus de liberté, c'est ça, tu vois. C'est ça te permet d'avancer un peu comme tu veux, quoi. Je trouve C'est ça. ça, les gens confondent des fois personal brand. Techniquement, peu importe ton business, si tu changes de business du jour au lendemain, ta personal brand que tu as mis en place, techniquement, si c'est une vraie personal brand, elle Mm. doit quand même t'aider. C'est Ouais, pas, tu vois, c'est ça. personal brand. C'est ça. Il y a aspect. En fait, c'est vraiment. Tu deviens la marque. C'est pas ton entreprise, tu vois. Genre, c'est pas. Je sais pas comment t'as appelé ton accompagnement, mais genre, nous, par exemple, ça s'appelle Créapreneur. La brand que Charles, mon associé ou moi, ont créé, ça s'appelle pas Créapreneur chacun d'un côté, tu vois. Genre Thomas Poncé et Charles. Donc ouais, carrément. Euh, Ce que je te propose, c'est peut-être d'essayer de conclure un peu ce podcast que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper nourrissant. Euh, En nous parlant de ce que tu aimerais laisser comme dernier message à toute personne qui nous écoute. On a parlé beaucoup des débutants, mais pas que. Toute personne qui nous écoute, qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais une idée forte, quelque chose que tu n'as peut-être pas partagé pendant ce podcast, que tu aimerais partager, quelque chose où, voilà, soit un avis impopulaire, soit un avis populaire, mais décrit différemment. Ouais. Enfin, voilà, quelque chose qui laisserait une marque de Raphaël unique. On en parlait juste avant. Euh, Concrètement, Ok. est-ce que tu aurais un sujet comme ça dont tu aimerais parler? Ouais, ouais. En gros, moi, je pense que quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu entreprends, peu importe le business, le plus important, c'est toujours la personne que tu deviens à travers ce que tu entreprends. Parce que c'est ce que tu es, c'est ce qui te reste. Et donc, par exemple, potentiellement, tu vas travailler dans un business pendant 2 ans, tu vas apprendre des choses, et puis ça va pas marcher. Puis tu vas profondément croire que tu as perdu 2 ans. Et en Mm. fait, au final, ce qui te reste, c'est la personne que tu deviens. Pendant ces 2 ans, tu as appris un milliard de trucs, tu as appris des compétences, tu as gagné confiance en toi, peu importe, il s'est passé un milliard de trucs. Et en fait, c'est peu importe ce que tu développes, peu importe ce que tu entreprends, l'unique chose qui est vraiment important, c'est la personne que tu deviens à travers tout ça. Tu vois? Mm. Et donc, ça va aussi t'aider à ne pas te perdre non plus, tu vois. Sur, par exemple, les choses éthiques. T'as des business, voilà, c'est bizarre, tu vois. Ouais, mais je gagne plein d'argent. Ouais, mais t'es bizarre. Tu fais des trucs chelous, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est qui est-ce que tu deviens à travers ça? Et potentiellement, c'est aussi forcément les trucs de base. Mais tu vois, quand tu galères, en fait, l'entrepreneuriat, c'est peu importe les niveaux. Tu sais, quand tu démarres, tu penses que quand tu vas faire 10K, tout ira bien. Alors, t'es à 10K, en fait, c'est juste le début, tu vois. Il y a 1 milliard de steps. Et donc, en fait, c'est ce truc-là, c'est de comprendre que quoi qu'il arrive, pour tenir, faut que tu prennes aussi du plaisir dans le fait de. Faut plutôt que tu arrives à tourner ton prisme vers aussi la personne que tu deviens, et même à travers les galères, même à travers les trucs vraiment relous, les doutes et tout, au final, tu deviens une personne que tu préfères. Tu Mm. vois? Et donc, moi, voilà, je dis souvent ça, c'est focus-toi sur la personne que tu deviens à travers ce que tu es en train de faire. Mm. C'est intéressant pour rebondir un petit peu dessus. Euh, Finalement, cette attention que tu portes sur la personne que tu deviens, ça devient un fil conducteur pour pas te perdre. Je trouve ça intéressant comme idée. Je trouve que c'est un bon moyen de se guider, c'est de manière très concrète, encore une fois. C'est quand tu as l'impression que tu te perds ou que tu es perdu, de se refocaliser sur l'image que tu as envie de, non pas de véhiculer à travers tes réseaux ou autres, mais tu prends un miroir, tu vois? Je pense que c'est un des Ouais. meilleurs outils, c'est je me regarde dans un miroir, quelle image j'ai envie de véhiculer? Et je trouve que, tu vois, moi, c'est un exercice que je fais de temps en temps. C'est genre, je vais me regarder dans un miroir et quand je suis perdu notamment
ou quand, je doute ou autre et je me remémore juste qui j'ai envie de devenir, quelle identité j'ai créée et en fait c'est un super fil conducteur, je trouve ça super intéressant comme idée. C'est Parce que ça. bon, C'est la petite voix. Genre, comment tu te perçois enfin, c'est ta propre perception surtout. mmh mh, C'est vraiment ce truc-là, tu vois. carrément, carrément. J'aime beaucoup l'idée. Hem, est-ce qu'il y a une dernière petite phrase, un dernier élément que tu as envie de partager avant de conclure? Bah, moi, le problème, c'est que si je te dis une phrase, après, ça va repartir sur, Et rebondir. 2 heures. Non, pour conclure, bah voilà, c'est ça. Moi, je pense que ça me fait un peu rire parce que là, tu vois, c'est pareil, je commence à faire des podcasts, etc. Et en Mmh fait, mh. je me mets un peu dans la peau des gens qui vont nous regarder, qui Mmh. potentiellement, vu que là, on parle quand même de sujets voilà, qui sont, qui sont hyper vastes, et il y a pas mal de sujets aussi qui peuvent intéresser des gens qui démarrent, justement. Du coup, Mmh. je me suis dit, mais ok, genre parce que concrètement, moi, quand il y a peut-être 5 ans, voilà, je regardais des trucs tu sais, je t'en parlais, j'étais énervé, je comprenais pas, mais comment ça se fait, etc. Et en fait, le seul truc qu'il faut faire, c'est vraiment, et à tous les niveaux, encore une fois, tu vois, moi, je suis en train encore de passer des steps. Tu vois, tu penses que ça va aller, mais au final, non, tu découvres qu'il y a une autre montagne, etc. Et que l'entrepreneur, c'est que le fait de grimper des montagnes. Mmh. Genre, c'est que ça, tu vois. Et en fait, juste avoir une vision long terme, comprendre aussi que même si tu galères, au final, tu vis des choses, tu vois. C'est du contraste, tu vois. C'est comme ça que tu te développes. Et quoi qu'il arrive, le seul but, c'est juste de travailler fort, d'être durable pour pas abandonner ou peu importe. Mais c'est mathématiquement impossible de ne pas y arriver si tu te bosses et si tu lâches pas. Genre, ça n'existe pas. Tu vas mettre peut-être un peu plus de temps que les autres, mais c'est tout. Je pense honnêtement, Mmh. Ouais, c'est clair, c'est clair. Penser, je sais plus, pour conclure, pour, résumer ce que tu viens de dire, il y a une citation qui dit, «On surestime ce qu'on peut faire en un jour et on sous-estime ce qu'on peut faire en un an». Je pense que c'est ça, tu vois? C'est penser long terme et chercher c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, être impatient dans l'action et beaucoup moins dans le résultat. Être capable de prendre du recul sur, ce qui se passe au quotidien et se dire que ça ne durera pas toujours. Ni ce flou, ni, la difficulté ou en tout cas, ni le niveau de difficulté et le niveau de souffrance que ça peut générer. Mais, c'est heu, ça. mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour, pour tes retours, pour, ton expérience aujourd'hui dans ce podcast. C'était hyper intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Si jamais, les personnes qui nous écoutent pour m'y adresser également, ont apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à regarder aussi la chaîne de Raphaël qui est en description, de ce podcast, qui sera voilà, je mettrai tous ses réseaux, comme ça on te retrouvera. Merci beaucoup pour ton temps. C'était Raphaël dans le podcast Deep Talks et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bah, merci beaucoup à toi, hein. Franchement, c'était exceptionnel, très très inspirant, des grosses discussions. Tu vois, j'aurais pu continuer toute la journée, moi. Ouais, moi aussi malheureusement, j'essaie de cadrer parce que sinon on n'aura pas tout le monde. Mais en tout cas merci beaucoup, c'était hyper intéressant, hyper cool et à refaire avec plaisir.